Salut tout le monde, bienvenue dans l'épisode 2 de QLS. On est à l'aise, on a fui Stark, parce que bon, voilà quoi, disons que la rééducation avance grâce à Doug Easy, mais c'est pas encore fini. Donc là on est bien, tranquille. On va pouvoir parler à l'aise de la deuxième journée d'Euroleague. Et encore une fois, il y a des choses à dire. Donc on va se plonger sur le sujet. T'as joué ce week-end ? Non, ça y est, me parle pas de basket. On n'a pas joué. Bah, on va parler de basket là. Oui, mais parle-moi du vrai basket. Vous allez peut-être gagner ce week-end. Ouais, t'inquiète. Vas-y. Ah, non, mais vous avez déjà une victoire. Oui. Ah, ouais, ça va alors. Mais... Ça va. Ok, juste moi, vu que je suis une personne, comment dire, un peu détestable, j'allais dire un autre mot, mais t'as vu, on est friendly. J'ai pas pris mon ordi. J'ai tout pris, les ring lights, l'appareil photo, tout, parce qu'on est chez Brad. Mais j'ai pas pris mon ordi, donc si je regarde un peu mon téléphone, c'est parce qu'il y a mes notes, tout ça, mais voilà. On est parti donc sur les clubs français comme d'habitude. C'est parti pour les clubs français. Et on va commencer tout de suite par le clash entre Jordan Lloyd et Monaco. Le clash qui s'est plutôt bien fini, puisque apparemment ils se sont réconciliés, ils vont remettre le couvert, si tu vois ce que je veux dire. Je vois très bien ce que tu veux dire, mais il y a quelque chose que je comprends pas en Euroleague. Il n'y a pas des fenêtres. Si, maintenant tu as le droit jusqu'au 29 décembre, je crois, de signer. Avant, en fait, si tu changeais après la première journée, tu étais jusqu'à la moitié, c'est ça. Et là, maintenant, jusqu'à... Vas-y. Mais en fait, ce qui est archi drôle, c'est que genre il a fait 2 matchs, tu vois. C'est pas il a pas fait genre 10 matchs ou quoi. Oui. Bah, après, la situation est ce qu'elle est en Palestine, mais... Qu'est-ce qu'il y a ? Bah quoi. Et du coup, donc voilà, moi je peux comprendre... Mais après, il aurait pu se renseigner, chef. Curry, ça se voit quand ça a signé, ça lui a dit... Parce que t'as lu le communiqué qu'il a mis un peu ? Non, il a dit ouais, j'avais bon espoir que ça se résolve. Genre là en mode Curry ça allait se résoudre. Oh, Poteau, ça se voit il a pas parlé avec Benjamin. Bref, on s'égare. Revenons sur le basket. C'était un match qui était intéressant. Qu'est-ce que t'en as pensé de ce match ? À quoi tu t'attendais ? Je m'attendais à ce que Monaco puisse prendre le lead sur ce match-là, même si j'aime beaucoup l'équipe du Maccabi telle qu'elle est constituée. Ils se sont fait dépouiller, on l'a dit la semaine dernière. Ils se sont fait dépouiller de leurs meilleurs joueurs. Mais malgré tout, je pense que ça va être une équipe, comme tu aimes bien les appeler, de poil à gratter, qui va être relou à jouer. Parce qu'ils ont des super joueurs, parce que... Moins maintenant, mais bon. Non, mais moins maintenant, ils n'ont pas des top players d'Euroleague. Oui, mais je veux dire, vu qu'ils vont perdre en plus leurs meilleurs joueurs. C'est vrai. C'est pas faux, mais tu vois, un axe autour de Tamir Blatt avec Rivero, franchement, c'est pas mal. Non, mais c'est pas comme on l'a dit avec Voigtman la semaine dernière, ou avec je sais plus quel autre joueur, on a dit qu'il changeait de rôle, etc. Tamir Blatt, là, il est en tant que meneur titulaire, il est à plus de 10 passes sur les 2 premiers matchs. Il met 21-12 sur le premier match, là je sais pas il est à combien en termes de points, mais bon voilà, il fait sur les 2 premiers matchs il est très très sérieux, et Razel Rivero, mais même c'est Jalen Hurd surtout qui fait un gros match là, face à Monaco. Je crois qu'il est à plus de 20 dévals, il a plus de 10 rebonds. Ouais. Il a combien, c'est quoi les stats ? Pour Tamir Blatt, il fait 6 points, 10 passes déjà. Ouais, il rate beaucoup à 2 points. Et pour Jalen Hurd, il fait 19 dévals, il fait 13 points, 7 rebonds. Donc il fait un gros match. En plus, il est impactant, tu sais, parce que souvent, tu peux mettre des points dans le garbage quand ça compte plus. Là, il est impactant. Non, vraiment, il a apporté. Il est bien trouvé par Tamir Blatt, pardon. Donc non, franchement, Maccabi, c'est une équipe que j'apprécie voir jouer dans le jeu qui développe. Et c'est toujours intéressant. Après, la réalité, c'est que Monaco est au-dessus. Malgré le fait Motiejunas a eu du mal à se mettre en route sur ce match-là. Ouais. Mais quand t'as Mams Jaité et t'as un... Mams Jaité. Hein. Mams, oui. Mams, ça. Ouais, Mams Jaité. Tranquille. On est dans Soda ou... Non, mais quand t'as Mams Jaité et que t'as... Motiejunas. Comment ? Motiejunas ? Non. Papagiannis. Franchement, tu peux te permettre d'avoir un Motiejunas moins dedans oui, sur ce poste-là, parce que eux ils font le taf. Maccabi qui a essayé de tenir au départ et au fur et à mesure qui se fait massacrer parce que Monaco prend des rebonds, parce que Elio Kobo est trop fort depuis... Sur la deuxième mi-temps. Oui. Parce qu'en première mi-temps, il met 0 points. Sur l'adresse qu'il a, ouais. Il trouve ses step side, ses step back là qui ouais, et puis d'habitude, il les met à droite pour un gaucher. Et là, il en a mis un. Il était clean. Je voulais enregistrer, je vous le mets. Franchement,
Mais ouais. À ce niveau-là, et surtout que Monaco n'a pas spécialement une grande adresse, mais ils sont trop forts et que j'ai envie de dire, ils ont un MVP dans cette équipe. Ouais. Et puis Monaco joue à deux grands sur les 2 premiers matchs. Ouais. Donc ils font une association, comme tu l'as dit, Moteunas et Mamjaité, qui sont vraiment 2 postes 5, même si Moteunas peut s'écarter. Donc c'est aussi pour ça qu'il a un peu plus de mal, parce qu'en général, on cherche près du cercle sur les premières actions. Alors ça a été mal mis en place sur les 2 premières actions, mais après, il a eu plus de tirs extérieurs que de tirs intérieurs. Donc c'est pour ça aussi qu'ils ont beaucoup dominé au rebond offensif. Par contre, en première mi-temps, défensivement sur les pick and roll, ils étaient à la rue. Tamir Blatt, il trouvait Rivero comme il voulait. Il y avait du drive. Jordan Lloyd, il arrivait à attaquer. Yokubaitis, il prenait des espaces, il mettait des tirs. Yokubaitis, franchement, sur les 2 premiers matchs et même sur la pré-saison, sur l'adresse extérieure, là, il est vrai. Et puis, il est plus agressif, je trouve, qu'au Barça. Tu vois, il cherche vraiment son spot. Une fois qu'il est au niveau de l'elbow, s'il est ouvert, il va le prendre. Et il le fait avec confiance, avec efficacité. Et ça change tout, en fait. C'est un joueur sur lequel on a beaucoup tiré parce que c'est vrai qu'on en attendait plus. Là, ce qu'il montre, c'est pas mal en backup de Tamir Blatt, parce qu'après Tamir Blatt va faire une saison MVP à ce rythme-là. Ouais, peut-être pas, mais bon. C'est pas MVP, mais en tout cas, on verra bien. En tout cas, moi, je découvre aussi Levi Randolph. Ouais. Franchement, vrai joueur. Vrai joueur. Il est costaud, il est grand. Ouais, il a tout. Il a vraiment tout. Donc, en vrai, si Jordan Lloyd est parti de toute façon, donc ça va lui libérer des places. Sachant qu'ils ont signé un mec, là, Sabenli, qui vient de battre le record de BCL en mettant 43 points. Donc force scorer aussi sur le poste 2. Donc voilà, on va voir si ça va remplacer Jordan Lloyd. C'est vrai que Okobo en deuxième mi-temps met 17 points en deuxième mi-temps, donc il met tous ses points en deuxième mi-temps. En plus de pilonner à l'intérieur, de sanctionner, parce que c'est vrai que le Maccabi, ils ont qu'un seul vrai pivot, parce que Jalen Horde, en vrai, c'est un 4, et c'est Rivero. Et du coup, ça... Ils ont... ouais, il y a... Sorkin, c'est plutôt un 4. Je dirais Cohen, ils ont Cohen, Sorkin ou Cohen. Mais bon, c'est léger par rapport à l'impact physique. Et je me souviens, d'ailleurs, l'année dernière, même Jaïté, c'était contre le Maccabi, face à Josh Nibo, etc. Et c'était le seul qui avait réussi à tenir. Donc, dans l'impact physique, tu sais que quand tu mets Jaïté dans la raquette, et en plus, à côté, si tu lui mets un autre 5, tu vois, et ça a payé, ils ont raté beaucoup de trucs. Et moi j'ai aimé aussi, je vais vous la mettre, il y a une action là, où il y a Jaïté qui a la balle au posto, il fait une passe aveugle pour Moteunas. Franchement, ils arrivent à bien se trouver ensemble, et donc ça se voit que ça a été travaillé depuis le début de saison. Et c'est un coup de coaching. On va voir si ça va marcher face à des équipes avec des grands un peu plus mobiles, ou avec des équipes qui tirent beaucoup à 3 points, ou qui vont pouvoir plus attaquer le pick and roll. Mais là c'est vrai que c'était intéressant à voir. C'est clair, et sur ce match-là, il y a des bons joueurs et il y a le MVP, et on le voit quand Mike James décide toujours d'accélérer, quand il décide de jouer, il est simplement trop fort. Il met 17 points, il fait 6 passes, il a 22 dévals. Sans forcer. Vraiment sans forcer. Jouant à son rythme, il a eu un peu du déchet à 2 points, il y a des petites choses qu'il a ratées où il aurait pu avoir quelques fautes mais qu'il n'a pas eu. Mais comme d'habitude, il est toujours là quand il faut. Donc non, franchement, c'est un bon match, je trouve, de la part de Monaco, toujours. J'ai aimé l'apport de Mathieu Strasel, notamment offensivement, comme d'habitude. Mais même offensivement. Et même offensivement, il a mis 2 tirs à un moment qui font du bien. Défensivement, il est toujours présent, il est relou. Par contre, ce que je constate, c'est le manque de confiance de, comment il s'appelle, de Sacha Obradovic. Envers Vito Brown. Ah, poteau, il est rentré, il a raté un tomard, il a raté un tir, il a joué 1 minute, 2 minutes, alors que c'était le mec qui est censé remplacer, même si c'est Blossom Game qui prend les minutes, mais la recrue sur le poste 3-4, qui te manquait un peu, qui allait t'apporter du tir à l'extérieur et tout. Et franchement, quand tu vois ce qu'il en fait sur les 2 premiers matchs, c'est comme tu dis, il y a un manque de confiance. T'avais oublié d'allumer ton micro ou quoi? Hein? Il était pas allumé. Ah ouais, t'es le pire. Ah ouais. Pardon pour l'interruption, désolé pour le début de vidéo avec un son un peu gâté, mais bon, vous connaissez votre gars, et en plus, vas-y, on va pas refaire, on fait des blagues, c'est one shot. T'inquiète. Donc voilà, ouais. Pour clôturer sur Monaco, donc voilà, ils enchaînent leur deuxième victoire. Ouais. Et ils ont gagné la semaine dernière? Oui, contre Milan. Oui, contre Milan, c'est vrai. Donc leur deuxième victoire, et à voir ce qui se passera la semaine d'après. Mais en tout cas, j'aime bien cette équipe. J'attends de voir quand ils auront un peu plus d'adversité. On est d'accord. Donc du coup, en plus, on l'a dit, donc Monaco qui est toujours sans Nick Calates et Furkan Korkmaz, et donc qui récupère Jordan Lloyd, puisque apparemment, Johan Bégarin n'a pas le droit de jouer au basket. Il n'a pas joué au basket. C'est vrai. Et comme Terry Tarpé et comme Petr Corneli. C'est vraiment des mecs que tu as sur le banc quand même, qui jouent pas. Monaco se prend pour le Real sans les titres. C'est vrai. Ok, deuxième club français. Vous parlez de l'Asvel. Let's go. Parlons-en. L'Asvel.
désolé à tous les supporters parisiens qui vont regarder cette vidéo, parce que je sais que bon, hein, vous allez bien vous comparer à l'ASVEL. L'ASVEL a un peu plus d'expérience en Euroleague. Ah ouais. Et pour une fois, l'ASVEL fait un match sérieux. Et pour une fois, ils ont pas eu le syndrome. L'ASVEL a su gérer, on en reviendra sur Paris, mais l'ASVEL a su gérer une fin de match. C'était un match qui s'annonçait compliqué, avec Bologne qui avait déjà perdu le premier match face à l'Efes. Bologne qui pour moi sur le papier est une équipe qui est au-dessus de l'ASVEL. Bien sûr. Et franchement, moi ils m'ont fait kiffer. Ah moi ils m'ont fait kiffer de fou. Mais j'ai tout de suite été inquiet, tu sais pourquoi ? Parce que le match il commence, l'ASVEL met tout. Il met tout. Il y a quoi ? Il y a 38-24 à la fin du premier quart ? Il met tout, c'est exact 38-27. Il met tout. Un premier carton vraiment... Un premier carton énormissime. Je me dis, ils ont une adresse de fou, en plus des tirs durs, et peu importe les joueurs, ça tombe dedans. Admiral Scofield qui joue, qui met direct un tir. Nando qui rentre, il met dedans. Alors Nando, il met 10 points direct et 2 passes. Je me dis, oh là là. Même Shaquille Harrison, qui n'est pas référencé shooter, il met un tir à 3 points ou 2. Je me dis non, là, ça va être compliqué parce que s'il met même Mba India, il a mis un 3 points. Vraiment. Mais lui, ça y est, il n'hésite plus. Hein. Il en prend 3 à sans hésiter. Hein. À l'aise. Donc je me dis non, là, vraiment, ça va être chaud. Et ça n'a pas manqué. Ils mettent plus rien après. Ils enchaînent un 0-7 sur le tir à 3 points. Je me dis, oulala, ça va être assez compliqué. Mais je trouve qu'ils ont eu des ressources, en fait. Ils ont eu des ressources qui, habituellement, n'ont pas, ou en tout cas, qui n'arrivent pas à mettre en place. Là, l'entrée de Nando De Colo, j'aime beaucoup. Là, on a vu le vrai Nando. Le Nando qu'on a eu l'habitude de voir toutes ces années, où il distribue, tu passes en dessous, il sanctionne. Plutôt bon sur lancer franc. Mais surtout, et un peu de la même façon que la semaine dernière, l'impact que Théo Malédon il a déjà dans cette équipe, c'est assez impressionnant. J'ai enregistré, je vais faire une vidéo sur les changements de rythme de Théo Malédon. Son premier pas, parce qu'il s'arrête, il repart, il s'arrête, il repart. Et les mecs sont perdus, il a une super gamme de finition. En vrai, je sais même pas s'il prend un tir à 3 points sur ce match-là. Parce que je sais que contre le Maccabi, sur le premier match, il commence le match par mettre un tir à 3 points. Mais là, je ne l'ai vu que driver. Non, il prend même pas de tir à 3 points. Il fait 17 points, 5 sur 10 à 2 points, 7 sur 8 au lancer franc. Et il distribue 5 passes. Donc son impact... Franchement, gros match de la part de Théo Malédon. Travail de fin. Et tu le vois, quoi. Ouais, tu le vois, exactement, tu le vois. Et quand t'as un back court, sachant qu'ils ont joué sans Paris Lee, quand t'as un back court, Nando et Malédon, c'est sérieux parce que tu as de la création des deux côtés. Ils peuvent finir, ils peuvent tirer, ils peuvent trouver les intérieurs. Et là, quand on parle de trouver les intérieurs, c'est là qu'on va peut-être parler de la meilleure éval de la journée. Nil Sako, il a fait un match. Waouh! Déjà, en termes de statistiques, qu'est-ce que ça donne? Nil Sako, sur son match, c'est 19 points en 26 minutes, 9 sur 11 à 2 points, proba tir à 3 points, il fait 1 sur 2 au lancer franc, il prend 11 rebonds. Donc 5 offensifs. Donc 5 offensifs, ça va, 19-11 quand même, c'est pas trop mal, 30 d'éval. Franchement, 19-11 en 26 minutes, hein. En 26 il joue minutes, pas 35. c'est ce que je dis, en 26 minutes, et surtout il met un contre décisif à la fin. Mais le contre décisif sur Isaac Cordinier. On l'a vu dans toutes les situations qu'on peut voir en intérieur, ça veut dire sur du pick and roll, sur du alley-oop. On l'a vu défensivement, sur de la relance. Donc non, il a fait un très gros match. Et comme on le disait, moi j'étais vraiment inquiet pour l'ASVEL. Et parce que souvent, on les a vus l'année dernière tenir des matchs, que ce soit face au Real, que ce soit face à Baskonia, ou tenir des matchs, même jusque dans les dernières secondes. Même le match contre le Bayern où Sylvain, il prend feu à la fin. Il y a franchement, s'ils gagnent tous les matchs qui se jouent à moins de 2 points, ils se font le play-in. Hein. Possible. Mais bien sûr, il y en a au moins 10. Il y en a au moins 10. Possible, et ils sont à 7 ou 8 victoires, donc ils seraient à 18-18 quoi. Donc ça m'a fait vraiment plaisir. Et malgré la baisse d'adresse, parce qu'ils ont vraiment eu une adresse fuyante sur la fin du match, j'ai trouvé qu'ils ont eu les ressources nécessaires pour pouvoir prendre ce match-là. Ouais, mais après voilà, l'ASVEL a joué une équipe de Bologne aussi, on va venir sur Bologne. Ouais. C'est inquiétant, hein. Moi, je veux dire, il commence à 0-2, il joue l'Efes sur le premier match, un Efes qui est pas flamboyant non plus. Ils perdent à domicile, ils vont à l'ASVEL, tu dis bon vas-y je vais pouvoir me rassurer, ils perdent, sachant que tu as Isaac Cordinier qui a passé un vrai cap, là il fait quoi? Il fait encore 23 points, 26 d'éval,
Oui. Tu vois, 6 passes, 23 points, 6 passes. Donc vraiment, il a passé un cap. C'est ce que j'ai dit dans l'interview. Ça me déteste parce que c'est vraiment ce que je lui ai dit par rapport à Alexa Abramovic la saison d'avant, quand il fait sa Coupe du Monde avec la Serbie et on voit qu'il passe un cap offensivement. Et bah là, il a fait exactement pareil. Donc ça fait kiffer, tu vois. Mais merde, t'as Will Clyburn à côté. Il peut servir à quelque chose, Will Clyburn. Mais ça, c'est dans la mise en place. Qu'est-ce que tu mets en place sur le terrain? Parce que même, t'as Toko. Toko, il est pas si... Toko, pour moi, il fait pas un bon match. Il est pas si rayonnant que ça, et on sait très bien que c'est une pierre angulaire. C'est Mohamed Diouf à l'intérieur qui fait le plus le taf, quoi. Il a fait un gros match, Mohamed Diouf, mais la perte de Ife Lundberg, elle est importante. Le fait d'avoir perdu Dobric également... Enfin, au bout d'un moment, tu sais, ils avaient une équipe l'année dernière qui avec du liant où vraiment les joueurs pouvaient se remplacer et il y avait vraiment cette alchimie. Cette alchimie, c'est exactement le mot que je cherchais. Merci beaucoup. Là, quand tu vois sur le terrain, je vois Isaac Gordinier être fabuleux, vraiment magnifique. Mais après, Marco Bellinelli, bon, ça c'est du Marco Bellinelli comme d'hab, mais moins rayonnant que sur le début de saison dernière où il démarre. Will Clyburn, il est transparent. Toko, on le voit pas très peu. Daniel Hackett, il joue 5 minutes. Daniel Hackett joue 5 minutes. Ouais, je sais pas pourquoi. Après, c'est vrai que Payola est très bon quand il rentre. Certes, mais j'avoue, Daniel Hackett, 5 minutes. Il s'est pas blessé? J'ai pas vu, en tout cas peut-être, hein, mais j'ai pas vu qu'il y avait des blessures. Matt Morgan, il joue 18 minutes, il met 6 points. Il en a donc. En plus, le truc, c'est qu'ils font jouer Matt Morgan à la main. Clairement, c'est pas un meneur. Il est là pour agresser, pour mettre des tirs. Donc, soit tu lui fais jouer off-ball et après tu lui fais jouer un peu de pick and roll. Mais pour moi, tu peux pas le faire jouer à la main. C'est un mec qui tège, tu manques de création. Surtout que tu as tes deux meneurs. Tu as Hackett qui joue meneur et tu as Payola. Alors, je veux bien que Morgan il joue quelques minutes sur la main, mais là, quand il est sur le terrain, c'est toujours lui qui monte la balle, c'est toujours lui qui appelle les plays, etc. Tu vois. Donc oui, après, je pense que c'est à Luka Monkey de pouvoir se remettre en question aussi et de voir quelle est la problématique de cette équipe. Ils ont mal débuté. Après une saison de relique, c'est long, hein, c'est un marathon. Ouais, c'est long, mais tu peux regarder les prochains matchs de Bologne. Bien sûr. Parce que là, tu as joué FS chez toi et tu vas jouer à Lasvel. Mais derrière, si tu vas jouer des vraies équipes, là, ça va pas être la même chose. Hein. Je sais pas qui est-ce qu'ils vont jouer, mais... Enfin bref, c'est vrai que Toko Shengelia doit se réveiller. Will Clyburn. Prochain match, ils jouent Monaco. Ils vont à Monaco, Partizan. Ils vont à Belgrade. Ils reçoivent le Bayern, ça va. Ensuite, ils vont à Milan. Et derrière, tu fais Maccabi. Derrière, Real, Pana, Fener. Attends, tu vois, en fait, tu peux pas prendre du retard. Si ton objectif, c'est d'être compétitif. Oui, mais c'est quoi être compétitif Pour eux, leur objectif, c'est le play-in. Pour l'instant, l'année dernière, ils ont fait un début de saison tonitruant. Ils étaient dans le top 3, etc. Oui. Mais Bologne, ils sont performés. On a dit que le but... mais ils ont fait le play-in quand même. Non, mais pour le début de saison, je parle. Pour le début de saison, ils sont performés. Ce que je veux dire, c'est que l'objectif de Bologne, avec le recrutement de Will Clyburn, même si tu perds Ife Lundberg, sur le papier, normalement, Will Clyburn, c'est censé être plus fort. Oui, tu perds Dobric et tout, mais bon, c'est pas non plus. Non, mais c'est un joueur. Tu perds Ife Lundberg, tu perds Dobric, Jordan Mickey. Jordan Mickey. Oui, Jordan Mickey. Aboudou Abbas et Brandon Stone. Oui, d'accord, mais t'as récupéré des joueurs aussi. Ce que je veux dire, c'est que je m'attends pas de Bologne qui soit au même niveau que le Bayern, l'Alba, Paris et Lasvel. Non, mais tu vois, par exemple, moi dans ma preview, je les ai mis dans interesting. Oui, ce qui veut dire interesting, ça veut dire qu'ils doivent jouer le play-in. Mais pour moi, quand tu pars avec 0-2, t'es pas en retard. Pour moi, quand t'es 0-2 face à Lasvel et à l'FS, tu prends déjà du retard. Okay. Après, on verra, tu vois. Mais tu sais très bien, hein, il y a des équipes. L'année dernière, c'était hyper serré. Oui, et cette année, ça va être encore la bagarre. Tu peux te taper, là on l'a vu, tu te tapes Real, Pana, Fener. Ça veut dire que tu tapes 3 défaites d'affilée. Parce que pour moi, Bologne va pas en prendre un seul. Après, on verra d'ici là comment ça se passe. Il suffit que tu aies une blessure, parce que là, s'il n'y a pas Isaac Gordinier, ils prennent 20 à chaque match. Ou si Toko, on l'a vu l'année dernière, se blesse. Donc en fait, c'est ça. Pour moi, je les sens pas sereins. Et pour une équipe, tu vois, tu as des équipes qui, pour moi, étaient plus basses. L'Étoile Rouge, ils sont à 2-0. Enfin bref, voilà, pour Bologne. En tout cas, il commence à 0-2. Félicitations à Lasvel. Franchement, moi, ça me fait plaisir. Ah, ça fait du bien. Mérite. Tout le monde apporte. Edwin Jackson, il a envoyé un jab sur Bellinelli, là. Je vais vous le mettre. Bellinelli, il a dit... c'est sûr, après cette action, il a dû dire « Poto, faut que j'aille à la retraite. » Vous voyez comment elle a failli tomber? Non, c'était trop sale. C'était vraiment sale. Donc voilà, félicitations à Lasvel. Et on va passer sur le dernier club français. Yes. Le meilleur. Le Paris Basketball. Qu'est-ce qu'il y a? Toi, ça y est, c'est juste parce que t'es
t'es pas abonné au COP Parisis, tu veux pas reconnaître la grandeur du Paris Basket. Mais je reconnais la grandeur du nouveau club qui est Paris en Euroleague, mais au bout d'un moment, doucement. Non, c'est vrai. Alors, bah écoute, comme je l'ai dit dans la conversation des supporters, Paris apprend comme l'Asvel l'année dernière. Paris fait 2 très bons matchs sur Belgrade et là face à Milan. Ils sont dans le match, ils sont devant. À un moment, ils ont 8-10 points d'avance. Alors, je sais pas si sur Milan, ils ont 10 points d'avance, mais au moins 8 à un moment. Et Paris s'écroule dans la fin de match et se fait avoir par Seven Shields. En fait, ils n'ont même pas perdu contre Milan. Ils ont perdu contre Seven Shields. Il n'y a que lui, il a dit, en deuxième mi-temps, il a dit, bon, vas-y, si je le fais pas moi, personne va le faire. Parce que Mirotic, tu vois, Mirotic, il fait un gros début de match. Et je me dis, ah ouais, Mirotic contre les petites équipes, il aime bien être fort, tu vois. Souvent, il va faire ses stats contre Berlin, etc. Par contre, sur les gros matchs, il est plus là. Donc, il commence archi fort. Mais 10 points d'affilée. Ouais, et puis des tirs durs, tu vois. Je me dis, ah ouais, relou, ça va être relou, et tout. Au final, il a été lock. Banjassi, il a lock. Colin Malcolm, ils l'ont lock. Donc, franchement, on l'a plus vu. Il n'y a eu que Seven Shields. Mais tu vois. Harmony Brooks n'a rien mis. Ouais, vas-y, dis-moi. Non, mais là, je rebondis exactement sur ce que tu as dit. Quand tu dis ils perdent face à Seven Shields, oui, tu as raison. Ils perdent surtout, et je l'ai mis à cause de Thiago Splitter. Ah alors, s'il y a des supporters parisiens qui nous regardent, vous allez être contents. Ils perdent. Ça y est, ils en ont marre de Thiago Splitter. Ils perdent à cause de Thiago Splitter. Alors. C'est un nouveau coach, il amène une nouvelle philosophie entre guillemets sur cette équipe-là qui jouait d'une façon l'année dernière. Ce match-là, ils perdent à cause de Thiago Splitter et de Seven Shields. Pourquoi je dis ça? Parce qu'au bout d'un moment, Paris est à la relance, ils sont devant, il y a une bonne dynamique avec Banjassi sur le terrain. Ils ont 5 défensifs à un moment. Exactement, qui est monstrueux avec Colin Malcolm. Ils ont lock Mirotic, Seven Shields, il fait rien à ce moment-là. Il y a une super dynamique, ça nickel. Et qu'est-ce que fait Thiago Splitter? Il ressort Si et Malcolm, je crois, pour faire re-rentrer Kratzer et Kevarius Hayes. C'est Kevarius Hayes, parce que le 5 qui fait le run là justement, je l'ai noté, c'est Maudolo, Nadirifi, Colin Malcolm, Banjassi et Kratzer. Et il sort Malcolm et Kratzer, ouais, je crois, pour mettre Kevarius Hayes. Et je sais plus s'il remet Yontunen ou s'il remet pas TJ Shorts, enfin je sais plus exactement. D'accord. En tout cas, c'est vrai que tu te dis, putain, il a tué la dynamique. C'est eux qui sont en train de faire le. Non, il sort Banjassi, il sort pas. Si, il en sort 2. Oui, mais c'est pas Kratzer, je crois, qui sort. Il sort Banjassi. Il sort Banjassi, ça je suis sûr. Et je pense qu'il sort Colin Malcolm aussi. Et il a tué la dynamique. Il a tué. Et je sais pas c'est qui le deuxième mais il a tué la dynamique parce qu'il faisait un run défensif et même offensivement. Non, défensivement, c'était très sérieux. Et en plus, il restait 2 minutes avant la fin du carton. Du troisième quart, je dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Enfin, en plus, Kevarius Hayes, il avait déjà des fautes. Non, mais c'est vrai qu'on n'a pas compris ce changement à ce moment-là. En fait, moi, l'impression que j'ai. Tu sais, Thomas Isalo, l'année dernière, il avait ce truc de ça change tout le temps, ça change tout le temps. Tu restes 2 minutes, tu restes 3 minutes, ça change tout le temps. Et j'ai l'impression que Thiago Splitter a repris une équipe qui a fait finale de championnat de France, qui a gagné l'Eurocup et qui s'est dit, en plus le coach est un peu parti précipitamment, c'était pas prévu, et qui s'est dit, bon, je veux pas tout chambouler, je vais essayer de garder quand même ce qui marche, sachant qu'ils n'ont pas perdu de gros joueurs, enfin des joueurs majeurs, on va dire. Et donc, j'ai l'impression que, tu vois, tu dis, il essaye de mettre sa patte. Est-ce que tu vois c'est quoi la patte Thiago Splitter non, mais pour moi, il essaye de coacher comme Isalo, sauf que c'est pas peut-être sa manière de jouer au basket. Et là, clairement, le changement qu'il fait, il n'a aucun sens. Et par contre, il n'a du sens que si tu es dans un truc de ouais, c'est bon, ils ont joué 5 minutes, je les fais tourner. C'est la seule explication. Tu es en train de faire un run et tu les vois en plus. Hein. C'est pas genre, ouais, il fait le taf de l'ombre et tout. Le gars, il le lock, il fait des stops, il prend des rebonds défensifs, il te met des tirs à 3 points. Tirs à 3 points, de la relance et tout. Tout. Et voilà. Après, ce que j'ai dit aussi, il rate 9 lancers francs. Mais oh là là, 14 sur 23. Tu lis dans mon esprit. Non, mais parce que c'est clair. Tu peux pas gagner un match comme ça. C'est pas possible. Et en plus, oui, ils en ratent pendant tout le match, mais ils en ratent 3 ou 4 aussi dans le dernier quart-temps. Quand ils ont des opportunités de revenir à 1 point, à 2 points, etc. Et du coup, t'en rates. Et derrière eux, Milan, ils ont moins raté ou alors ils ont mis des tirs. Mais Milan, Shields, il met le flotteur pour terminer le match. Et c'était difficile. Déjà, Milan termine à 75% en lancer franc. Ils font 18-24. Paris fait 14-23. À ce niveau-là, déjà, c'est pas possible. À 60%. Et tu fais 6-26 à 3 points. Tu fais 6-26 à 3 points. Alors là, on va pouvoir parler de certaines personnes aussi. On va y aller, t'inquiète pas. Donc, tu fais 6-26 à
à 3 points et tu te fais tuer par un Chavonchis qui est dans tous les bons coups. À un moment, avant qu'il fasse son run, il est à 12 points, je crois, ou 10 points. Il met 7 ou 9 points d'affilée. Il finit à combien, du coup? 19 de mémoire. 21 points. 21, pardon. 29 déval. 29 déval, 5 sur 8 à 2 points, 1 sur 4 à 3 points, 8 sur 11 de lancer franc. Et en termes de rebonds, il prend 6 rebonds. Donc, au bout d'un moment, et 5 passes. Donc, il fait un match plus que complet. Au bout d'un moment, tu peux pas te permettre de rater des lancers francs. En début de match, Paris, surtout ce qui se passe avec Paris, c'est qu'ils ne défendent pas. En début de match, ils se font allumer comme pas possible. Ils ont du mal. Ils terminent devant à la mi-temps. Mais parce qu'ils ont un carton qui est plus agressif. Dans le deuxième carton, ils sont plus agressifs. TJ Short se met aussi en route. Et c'est ce que je te disais, bon, on en parlait un petit peu en off. Les joueurs qui sont censés prendre le lead sur la marque, donc TJ Short, Nadir Rifi et Maodolo. Et Tyson Ward, à la limite. Et Tyson Ward. Mon problème, là, Maodolo, il joue 15 minutes. Il met 6 points. Il joue trop peu, à mon sens. Ça, c'est un premier problème. Je ne sais pas pourquoi il joue si peu. Il joue trop peu parce que dès qu'il est sur le terrain, il apporte quelque chose. Et en plus, il a cette expérience-là de l'Euroleague. TJ Short, tu l'as très justement dit, en fin de match, il faut qu'il prenne le jeu un peu plus à son compte. Surtout que c'est le jeu du Paris Basket, de soit avec un écran en tête de raquette en début d'action, et après de jouer autour, qui prenne le jeu à son compte. Mais de toute façon, ça y est de faire des passes. Toutes les équipes d'Euroleague ont un go-to-guy, ou un mec, même si c'est pas le go-to-guy, un mec qui va jouer, par exemple, à Kaunas, Sylvain Francisco n'est pas le go-to-guy, mais les fins de carton, les fins de match, on sait que c'est pour lui. Et Phil Lundberg, l'année dernière, et même cette année, c'est pas forcément le go-to-guy à Bologne, et aux Partisans, mais les fins de match, on sait que ça va être pour lui. TJ Short, sur les 2 premiers matchs, c'est le go-to-guy de Paris. On le sait. Il est clutch, il a déjà mis des gros tirs, etc. Premier match contre Belgrade, ils ont une action pour revenir à égalité ou à -1. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait un alley-oop à Kevarius Hayes, une passe bizarre. Il ne joue pas pour lui. Là, pareil, il drive, il a une possibilité d'aller chercher un lay-up ou un petit flotteur. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait une passe à Tyson Ward qui va se mettre dans un bourbier sur une coupe ligne de fond. Et Chavonchis, il n'a pas cherché à faire de passe. Même si tu vas prendre des tirs forcés, entre guillemets, tu peux les prendre. Et en plus, avec les performances qu'il est en train de faire, que ce soit sur les 2 dernières saisons en BCL, en Eurocup, et là sur les 2 premiers matchs, il aura les coups de sifflet. Si ça l'attrape, il aura les coups de sifflet. Donc, il faut qu'il... Pour moi, tu vois, c'est symptomatique d'un... Je vais pas dire d'un manque de confiance, parce que c'est pas vrai, tu vois, il manque pas de confiance, mais d'un manque d'expérience et de lucidité sur la fin de match. Manque d'expérience certainement, mais je sais pas si c'est un manque de lucidité ou justement il se dit, comme je vais attirer la défense parce qu'ils vont se focaliser sur moi, ça permettra aussi aux autres d'être un peu plus libres. Aujourd'hui, comme je t'ai dit, avec Kendrick Nunn, avec Sylvain Francisco, avec Phil Lundberg, TJ Short, s'il veut avoir un bon tir, il peut avoir un bon tir. Il fait son easy, il part sur sa main gauche. Si le mec l'anticipe près du cercle, il s'arrête, il pull up. Si le mec le suit, il est capable d'aller chercher un flotteur. En fin de match, tu sais bien que les coups de sifflet déjà sont différents. Et là, tu me parles de joueurs. C'est difficile de... Tu vois, quand tu parles du Pana ou même d'autres équipes, je peux entre guillemets dire bah ouais, Kendrick Nunn, je suis obligé d'être en 1 contre 1. Je peux pas envoyer une trappe. Parce que si j'envoie une trappe, ça laisse ouvert Lorenzo Brown, ça laisse ouvert Kostas Lucas, ou ça laisse ouvert d'autres joueurs, tu vois. Oui, là, aujourd'hui... Je suis d'accord, mais là, il n'est pas trappé sur les 2 matchs. Il n'est pas trappé, mais la défense, elle est un peu plus orientée sur TJ Short. Tu trouves qu'il y a un vrai plan défensif anti-TJ Short sur les fins de match, que ça soit Belgrade ou truc? Je n'irai pas jusqu'à dire je dirais pas qu'il y a un plan défensif, mais en tout cas, la défense, elle est un peu plus orientée. Et ça en vient à mon autre point, qui est Nadir Rifi. Voilà, c'est ça, donc il faut que vous parle. Ça en vient à mon autre point qui est Nadir Rifi. Il peut pas jouer comme ça. Il peut pas jouer comme ça, mais c'est même pas en termes de niveau, c'est pas ça. Il peut pas avoir ce style de jeu qui est stéréotypé. Là, sur les deux derniers matchs, ces 2 premiers matchs de découverte en Euroleague, on voit les mêmes actions se répéter. Même sur La Rochelle, je crois qu'il fait 1-9 contre La Rochelle à 3 points. Mais l'adresse, tu vois, l'adresse, ça va, ça vient. Oui, mais ça dépend des tirs que tu prends. Exactement, c'est ça en fait. L'adresse, ça va, ça vient, c'est le basket. Par contre, tu rates des tirs grands ouverts qui sont amenés bien. C'est comme pas ça. Dérangeant. Mais là, il prend des tirs qu'il peut mettre. On l'a déjà vu faire. L'année dernière, il a mis. Mais sauf que là, non, mais surtout que là, des fois, c'est des tirs en première intention, des tirs. Je me dis, mais va faire un peu plus comme TJ Short, va essayer de trouver un flotteur, va essayer d'aller sur ta main gauche, etc. Aller mettre un peu plus les pieds dans la raquette. Là, je le vois que derrière la ligne à 3 points. Je le vois très peu dans la raquette. Il fait 1 sur 3 à 2 points. 2 sur 6 à 3 points, 1 sur 2 au lancer franc. Il est à 4 déval. Il fait 9 points en 15 minutes. Il a la meilleure plus-minus de son équipe, par contre, non? Oui, il a plus 10. Plus 10.
Donc, je souhaiterais le voir un peu plus dans la raquette et moins derrière la ligne à 3 points. En plus, les tirs à 3 points qu'il prend, il prend des tirs en step side. À la fin, ça fait mal parce qu'il flop, il prend une technique. Ça donne un point encore à Milan, tu vois. Après, le flop, il est dur, je trouve. Il est dur parce que c'est sûr que si c'est Campazzo qui fait ça ou si c'est Mike James, ils vont pas lui mettre technique. Ils vont juste lui mettre un avertissement. Mais c'est vrai qu'il flop, je suis désolé. Il tombe avant même que l'autre le touche. Non, mais je pense qu'il tire pas parce qu'il flop. C'est une façon de te protéger. Tu sais, quand tu tires et que le mec avance sur toi, tu préfères tomber. Ouais, mais t'as des mecs. Bon, je sais qu'il regardera pas la vidéo. Melvin. Tu vois ce que je veux dire? C'est des mecs, quand ils tirent, tu sais qu'ils vont tomber. Donc, au bout d'un moment, Nadir Hiffi, oui, il tire tout le temps. Donc, je suis d'accord avec toi sur la sélection de tir. Il y a aussi un truc, une réalité, c'est que Nadir Hiffi joue maintenant aux côtés de Maodolo. L'année dernière, il jouait à côté de Mehdi Ngama, qui était quand même beaucoup moins agressif. Là, aujourd'hui, il joue à côté de Maodolo et on a vu des séquences où ils sont là, ouais, vas-y, non, donne-moi la balle, non, vas-y, chasse, etc. Hein, et en fait, ils perdent du temps à se dire, qui fait quoi, etc. Et derrière, qu'est-ce qui se retrouve? Ils prennent des tirs de merde. Donc, je me demande, est-ce que ce backcourt est compatible? À voir, est-ce que tu mets plus avec peut-être TJ Short, Maodolo? Est-ce que tu mets peut-être plus Nadir Hiffi vraiment en seul créateur, scoreur quand il est sur le terrain pour qu'il puisse peut-être jouer un peu plus de pick and roll? Parce que c'est vrai que là, il prend beaucoup de tirs en première intention en transition. Après, c'est pas le seul. Hein. Non, c'est pas le seul. Parce que TJ Short prend 2 tirs à 3 points sur ce match. C'est son 2 tirs qui sont pris rapidement, alors que c'est pas un fort tireur à 3 points. Tyson Ward qui prend. Donc c'est le jeu un peu de... Mais même Banjassi, le tir qu'il met, c'est un tir en première intention de ouf. Hein. Clairement, il y a une consigne du coach pour prendre ces tirs-là. Maintenant, je suis d'accord avec toi. Plein de petites choses font que le coaching de Thiago Splitter dans le 3e quart-temps et même sur le 4e est douteux. Maodolo joue peu. Tu rates énormément de lancers francs. Et tu as une adresse à 3 points catastrophique. Malgré ça, t'es pas loin de taper Milan. Alors Milan, encore une fois, ils se sont fait désosser face à Monaco. Ils gagnent de justesse à domicile contre le Paris Basket. Au même titre que Bologne, je ne suis pas rassuré par le Milan. Même si, j'ai dit sur le papier, etc., sachant qu'ils jouaient sans Josh Nibo. Mais... Tu t'attends quelque chose de Milan? Moi, je te l'ai dit lors de la preview. Milan. Non, mais genre... Mais je te l'ai dit pendant la preview. Un minimum, gros. Je sais pas, frère. Je te l'ai dit pendant la preview. Il y a des joueurs. Dimitrijevic, il est bon. Harmony Brooks, il est bon. Il y a Mirotic, t'as Shevenchis, t'as Josh Nibo, même s'il est blessé. Il y a des joueurs, mais je te l'ai dit. Et même, regarde, rappelle-toi quand Josh Nibo est ici. Ouais. Qu'est-ce qu'on a dit? Mais qu'est-ce qu'il va foutre là-bas? Merci. Mais évidemment, exactement. parce que ça fait 2 ans que Milan signe des gros joueurs mais qu'est-ce qu'il fait et ne fait rien. À quoi il joue? Mais là, ça va être la même chose. La qualité du jeu proposé. Le et l'année dernière, c'était la même chose. Le problème de Milan, il n'est pas sur le terrain. On sait que le problème, il n'est pas sur le terrain. Sauf que comme je sais plus qui commentait le match, il a dit Ettore Messina à Milan, il a un totem d'immunité. C'est ce que je t'ai dit la semaine dernière. Hein. Exactement. Il est coach, président, directeur sportif et tout, il va jamais partir. Donc le problème, il est là. Je suis très déçu de Milan. Et franchement, moi je les avais mis en outsider. Il n'y a que toi qui as fait cette bêtise-là. Non, il n'y a pas que moi. Tu regarderas les autres podcasts d'analystes Euroleague et tu verras qu'il n'y a pas que moi. Milan, il n'y a pas d'outsider. Pareil, je ne les ai même pas mis en interesting. Je pense que, oui, leur objectif c'est d'aller au play-in, mais... Tu vas à Paris-Pana mardi? Ouais. Vas-y, lourd. Putain, en plus il n'y a pas match la semaine prochaine. Hein. Mais vas-y, là je vais pas pouvoir sécher l'entraînement. Sinon je serais parti en plus à Bercy. Ah là là. Allez, Paris. Bref, on passe sur le Daily Review. Let's go. C'est parti. Ok, le Daily Review. On commence par le commencement. Vas-y. Étoile rouge Baskonia. Allez, c'est parti. Dans l'ordre, c'est ça. C'était mercredi. Voilà. Écoute, l'étoile rouge qui sortait d'une victoire à l'arraché face à Paris, à l'extérieur, qui faisait son premier match à domicile. Tu disais, bon, bah, on n'était pas convaincus par leur premier match, on va voir ce que ça va donner. Baskonia qui avait gagné à domicile aussi face aux Partisans, donc on était un peu plus convaincus par Baskonia. Avec un bon Chelsea. Ouais, avec un très bon Chelsea. Et du coup, bah, l'étoile rouge a fait régner sa loi à domicile. Dès le départ, ils emmènent le match sur un rythme de folie. Et ils mettent 7 sur 10, je crois, au début du match à 3 points. Tout, Azakanen, il plante comme un cochon, il fera un gros match. Sur ce match-là, en fait, on a l'étoile rouge qui va un peu dérouler.
le Ils ont Baskonia. beaucoup d'avance. Ouais, ils ont de l'avance et Baskonia qui va faire un match de traînard mais sans vraiment jamais revenir. Et un symptôme d'un Baskonia qui est en difficulté, Marcus Howard prend son premier tir à 3 points après 26 minutes de temps de jeu. Après, il fait 3 fautes au premier mi-temps. Oui. Mais c'est vrai que il y a un autre truc moi aussi qui m'a marqué sur Marcus Howard, je l'ai noté. On dirait qu'il a perdu confiance. Il est sur le terrain, à un moment, il est défendu par Bolomboy, il ne joue pas. Il donne la balle dans l'aile pour jouer sur un autre. Mais depuis quand? Enfin, je veux dire, Marcus Howard, t'es sur le terrain, c'est pas pour faire des passes. Ouais, en tout cas, c'est pas pour faire ce genre de passes. C'est clair. T'es pas là donc, pour chercher le mismatch à l'intérieur. T'as Bolomboy sur toi, fais-le danser, comme on a vu. C'est Sylvain qui a fait. Bref, je sais plus, un autre joueur qui a fait beaucoup danser ses vis-à-vis. Oui, non, c'est Shane Larkin, pardon, parce qu'il y a eu beaucoup de. Dans ce match-là, oui. Non, dans l'autre match. Oui. Oui, parce que Simon Francisco, il n'a pas joué dans ce match. Non, mais je parle dans cette journée-là. Mais du coup, c'était flagrant pour moi. Et à la fin, quand il a commencé un petit peu justement à se dire, bon, bah, je retrouve un peu son mojo, pas son mojo, mais tu sais, son insouciance, son inconscience même, j'irais jusqu'à dire, bah, c'est là que Baskonia revient dans le match, parce qu'il met des tirs, parce il provoque du jeu, il provoque des aides défensives, etc. Après, voilà, Chelsea fait un gros début de match, derrière il s'éteint un petit peu. C'est vrai que, alors Kamar Baldwin, j'ai pas vu les stats moi. L'image que j'en ai, c'est que il dribble beaucoup quand même, il garde beaucoup la balle. Il garde vraiment beaucoup la balle. C'est ça en fait. J'ai l'impression, par contre, tu vas me dire, qu'il trouve quand même pas mal de passes décisives. Il fait combien de passes déc? Il fait 6 points et 4 passes décisives. Bah, c'est pas tant que ça, au final. Donc il fait pas tant que ça. Donc en fait, mais c'est ce que tu as dit, c'est qu'il ralentit parfois le jeu, il garde beaucoup la balle. Il garde beaucoup la balle. Donc c'est ça le problème. Quand tu as besoin de relance, d'aller de l'avant, lui il met beaucoup la balle sous le bras et il dribble beaucoup, mais ça à la limite ça me dérange pas, mais ça me dérange quand tu ralentis le jeu en fait. Non, mais ça me dérange enfin ça me dérange pas quand tu es un meneur vraiment quand tu vas faire 8 passes, 9 passes, etc. Ou quand tu es un meneur scoreur et que bah, le jeu va tourner autour de toi. C'est ça. Par exemple Sylvain Francisco, tu vois. Mais là, j'ai pas l'impression que ce soit lui qu'on attend au scoring. Tu as quand même TLC et Marcus Howard déjà sur les postes extérieurs. Tu as quand même Shima Moneke à l'intérieur. Et c'est Dekarskis aussi qui va toujours mettre sa douzaine de points. Donc, c'est pas faire jouer l'équipe. Et tu vois, de l'autre côté, il y a le transfuge de Baskonia. Et j'ai écrit... est-ce que tu peux lire ce que j'ai écrit ici? Pardon, mais Cody Miller-McIntyre, je t'ai négligé. Voilà. Mais toi aussi, on savait déjà. Je l'ai négligé. Mais on savait déjà. Mais on savait. Mais je te rappelle, on a dit, on était d'accord, faut pas crari, que ses stats étaient un peu gonflés par le fait qu'il jouait par le système de Baskonia. T'as été d'accord avec moi. Toi, t'as dit ça parce que t'as dit il joue à côté de Marcus Howard, donc forcément c'est plus facile d'avoir plus de passes. Je te dis oui, ok. C'est vrai. Mais fort. Force est de constater, là il fait encore combien? 7 passes. Je crois qu'il était déjà à 7 passes, donc il était à 7,5 de moyenne l'année dernière, un truc comme ça, meilleur passeur de l'Euroleague. Et là, sur le premier match, il fait 7 passes aussi, sachant qu'il joue moins qu'à Baskonia. Donc voilà, il est dans ses moyennes. Alors bon, Milos Teodosic n'est pas revenu encore, donc il jouera peut-être un peu moins qu'Omer Milos Teodosic. C'est possible. Mais en fait, l'impact qu'il a sur la gestion du rythme, la mise en place, le jeu sur pick and roll, et même défensivement parce que c'est un gros gabarit, tu vois, bah franchement il fait du bien de fou, il apporte de la stabilité à cette équipe de cette étoile rouge. Et du coup t'as Nedovic qui à côté peut être un peu plus foufou, même Iago ou quoi, tu vois, qui peuvent se permettre d'être fou, là où l'année dernière t'avais Napier, Milos, et même si Milos quand il était sur le terrain c'était mieux, mais t'avais surtout Iago et Napier qui sont des meneurs un peu feu follet. Et ben derrière l'équipe ne tournait pas, tu vois, c'est ça qui était un peu dommage. Et là t'as un vrai meneur, et encore une fois ça me fait mal de dire ça, mais quand il est sur le terrain, un vrai meneur, même s'il fait pas des trucs exceptionnels, et ben l'équipe elle tourne, tu vois. Oui, et après t'as aussi tu trouves un certain équilibre, tu vois. Kalinic, transfus du Barça, qui arrive dans cette étoile rouge. Non mais c'est Steph Curry, Kalinic. Non mais tu vois, tu te moquais de moi à la prévue quand je disais son Kalinic, tu disais ah c'est bon, ça y est avec ton Kalinic, mais mine de rien, il fait un bon début de saison. Il rate pas de tir. Dès qu'il y a des tirs en fin de possession à 25 mètres, en mode il est à 10 mètres, il plante, il met dedans. Là, il fait encore 12 points, 3 rebonds, 2 passes, donc il remplit des cases. Il a 15 dévals, tu vois. Bolomboy, il fait un super match. Bolomboy, il fait un gros match. Bolomboy, il fait quand il n'y a pas de problème de foot, on voit moins Mitrovic, donc c'est mieux quand même. C'est clair. Parce que Mitrovic... On t'aime bien, mais voilà quoi. Hein, alors attends, j'ai quand même noté, parce qu'après on va dire que je suis un hater, etc. Et souvent il y a des joueurs qui... Mitrovic, c'est l'intérieur le plus nul de l'Euroleague. Ça pour moi, non, sur ça, il n'y a pas de débat. Par contre, c'est vrai qu'il a trouvé des bonnes passes.
Sur ce match-là, il a trouvé des bonnes passes sur des backdoors, etc. Voilà. Par contre, gros, c'est pas normal que tu aies un nom qui se termine. Tu t'appelles Luka et ton nom se termine en Itch et que tu n'aies pas de main comme ça. Je suis désolé, c'est pas possible. Luka Modric, il a des meilleures mains que lui et pourtant il joue pas au basket. Bref. Mais donc Bolomboy, il a fait un super match. Et donc là, on a un équilibre. Là où l'année dernière, l'Étoile Rouge, ils manquaient d'équilibre. Et surtout, ils avaient une mentalité où ils lâchaient vite. Souvent, ils se faisaient désosser et ils lâchaient vite. Là, ils ont recruté des joueurs. Ils ont récupéré Asaya Kanan qui plante. Et même s'il a fait une saison, en tout cas, un peu en demi-teinte, comme t'aimes à le dire, là, ça leur fait du bien, tu vois. Ça leur fait du bien. Donc non, c'est bien pour... Écoute, l'Étoile Rouge, c'est vrai qu'à domicile, ça a montré un autre visage. Je les ai trouvés impressionnants défensivement. Même si le jeu de Baskonia est un peu stéréotypé. C'est vrai. On peut quand même noter que Shima Moneke fait un gros match offensivement. Derrière, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc le match est quand même serré sur la fin de match. Baskonia revient justement avec Marcus Howard, avec Shima Moneke. Surtout, ouais. Mais derrière, encore une fois, c'est Kalinic qui met le dagger. Comme un peu contre Paris où il met un tir à 3 points très très important. Ça, c'est Isaac Bonga. D'ailleurs, il faudra qu'on parle d'Isaac Bonga parce que voilà. Et je vais me trouver une célébration aussi, ça y est. Et donc voilà, donc l'Étoile Rouge gagne. Alors, il gagne Baskonia à domicile, il gagne à Paris, encore une fois dans un match étriqué. Regarde le calendrier de Baskonia à venir. Crois-moi qu'ils ne vont pas gagner. Je crois que si tu cliques là, vas-y. Je crois que dans les prochains matchs, ça va être un peu plus compliqué pour eux, si je me souviens bien. Next game, Real. Voilà. Après, ils vont à Lasvel, ok. Voilà. Berlin, Milan, Paris. Ça va. Non, ça va aller pour eux. Ça va aller pour eux, autant pour moi. Mais non, mais Baskonia, oui, je parlais de l'Étoile Rouge, excuse-moi. Parce que Baskonia, on s'en fout, ils sont à 1. Je voulais dire l'Étoile Rouge. L'Étoile Rouge, regarde les prochains matchs. Voilà. On n'est pas à l'abri, hein. On n'est pas à l'abri. Regarde, Barcelone, Real, Kaunas, Pana, Poto, ils vont prendre aucun des 4. Berlin. Ils vont prendre aucun des 4. Carré, ils prennent pas Kaunas. À Kaunas? Oui. Ils prennent pas Kaunas. Ils ont failli se faire taper par Paris, ils vont pas prendre Kaunas. Ils vont prendre Kaunas, tu vas voir. Ils vont prendre Kaunas. C'est le seul qu'ils peuvent prendre. Ils vont prendre Barça et ils vont prendre Kaunas. On va se faire démonétiser, mais... On n'est pas monétisé. Bientôt, on est presque monétisable là. Mais attends, ils vont prendre Barcelone et Kaunas. Écoute, on en reparlera dans quelques journées, sachant que la semaine prochaine c'est double journée. Oh purée, ça m'avait pas manqué ça. Ciao, bonne chance à nous. Après, on n'a pas de match le week-end, donc on aura le temps de rattraper. Ok, match suivant. Derrière, c'était quoi? Alors derrière, on avait Asvel Bologne, on a Real Partizan. Ah oui, c'est vrai. Alors, Real Partizan. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce match? Je me remets dedans. Oui, ok, c'est bon. J'y suis. Moi, j'étais hypé. Hein. De toute façon, Partizan, j'ai envie de voir cette année. Mais en fait, je sais pas. Ouais, mais moi, En fait, je suis pas hypé par le Partizan, comme je t'ai dit. Ils ont plein de nouveaux joueurs. Il y a que des joueurs que tu kiffes, je crois. Mais oui, mais je sais pas. Quand je regarde le match, je sais pas. Je regarde, mais je m'ennuie. Déjà, moi, le club du Partizan, tu vois. Oui. Il y a un truc. Tu vois. Je suis d'accord. Ils jouent en noir, en blanc. Tu sens quand tu vas jouer là-bas, c'est la guerre. Je suis d'accord. Tu vois, il y a un truc. Déjà, c'est un club. Moi, je trouve, mais c'est un jugement de con, hein, mais c'est un club pour moi qui a beaucoup plus de flow et d'aura que l'Étoile Rouge. Ah oui. Je trouve. Oui. Après, il y a des fans hardcore de l'Étoile Rouge, etc. Mais voilà, moi, c'est ce que je trouve. Ensuite, et dans le podcast de Basket News, il disait à peu près, enfin, il disait ça, et je suis d'accord avec eux, que l'Étoile Rouge est à 2-0, le Partizan est à 0-2, mais que je pense que le Partizan finira devant l'Étoile Rouge. Normalement, s'ils font pas les cons. Le Partizan, bon là c'était contre le Real de Madrid, c'était compliqué. Toi t'es un ancien Real Madrid, toi t'es trop un ancien Real de Madrid. Toi ça se voit, t'es un mec qui a joué à PES, t'es un ancien. Bah, c'est le Real de Madrid. C'est Real Madrid, y a pas Real de Madrid, y a que les anciens qui disent ça. Inter de Milan, Bayern de Munich. Bah oui. Les anciens qui disent ça. L'Olympique de Marseille. Oh purée. Tu vas pas dire Olympique Marseille. Putain, ça se voit, t'approches les 35 ans. Ça, mon gars, bientôt. Bref. Oui, je joue le Real. Donc le meilleur joueur du Real, Elie Ndiaye. Ah, je crois que c'était Rennes. Xavier Attenmeis. Attends, sur le début de match, c'est quand même Elie Ndiaye qui met des tirs, qui met du drive, etc. Alors Campazzo, ils ont fait appel de la suspension après son éjection au premier match. Donc c'est pas, ils sont pas revenus encore sur la décision, c'est juste que le temps que l'appel soit pris en compte, il sera peut-être suspendu plus tard. Donc du coup, il a pu jouer.
Bah heureusement pour le Real. Hein. Ah bah purée, parce que oui, c'est pas la même équipe. Hein. De toute façon, tu le dis tout le temps, et sur ça, t'as raison à 100%. Il fait encore 11 Le passes. Real qui joue avec Campazzo et le Real quand ils sont sans Campazzo, c'est pas la même équipe. Sur les 2 premiers matchs, il est à 13 points et 10 passes de moyenne. Donc il est monstrueux, il fait 22 dévals, il fait 8 points, 11 passes, il prend 6 rebonds avec son petit corps. Et non, franchement, c'est pas du tout la même équipe en termes de tempo, en termes de timing de passe, en termes de qualité de passe. Des fois, il fait des passes. En fait, il fait tout ce qu'on dit de pas faire au meneur. Passe en sautant, en se retournant, il jette la balle comme ça, il sait qu'il y a un mec qui coupe à ce moment-là, balle dans les mains. Comment il s'appelle Walter Tavares. Il arrive, il se présente à la raquette, boum, la balle elle lui arrive. Alors c'est vrai qu'il y a des très bons déplacements de Gabriel Deck, de Walter Tavares, ils sont toujours bons, de Ezonia. Tu vois des fois Campazzo il monte la balle, il jette une passe comme ça et la prise de position est très bien prise. Toujours et bon, du coup ils arrivent à super bien se trouver franchement Campazzo. Toujours au bon endroit. Donc, arrête de flopper mais sinon on t'aime. C'est clair, c'est pas la même équipe. Le retour de Mario Ezonia leur fait beaucoup de bien. Évidemment. Bien entendu, mais surtout... Enfin, au bout d'un moment... Ils ont signé Kyrie ou pas Est-ce qu'ils ont signé Kyrie Moi je pense qu'ils ont signé Kyrie. Franchement, non mais Xavier Rathan-Mays... C'est quelque chose mon gars. Il prend des crises comme ça, il a mis 12 points. Il met 4 tirs à 3 points et des tirs reculés. Il a pris une crise à un moment et j'avais l'impression, il était inarrêtable. Il a comme ça lui un passage, il mettait des tirs, je dis mais attends mais c'est quoi ce joueur? C'est impressionnant, c'est impressionnant. Il fait que 12 points, mais le 4 sur 4 à 3 points, des tirs durs d'une propreté sans nom. Non, bravo. Et surtout ce que je veux dire, j'ai une question. Serge Ibaka, il a quel âge? Il a 37, 38 je crois. Chef, tu es un peu trop fort encore. Chef. Oui, chef. Chef. Quand ils ont signé Serge Ibaka, t'as dit ouais, je reconnais Serge Ibaka. Je reconnais. Non mais je sais pas si c'est... D'ailleurs Garouba il a pas joué hein. Non, j'ai pas vu sur le terrain. Je sais pas, il est même pas sur la feuille. J'ai pas sur la feuille non plus, donc non. Mais je reconnais, il est encore trop fort. Il fait 15 points, il prend 7 rebonds, il fait 3 passes. À un moment, il y a un contre aussi. Il met 2 contre. Il fait 20 dévals. Il fait 20 dévals. Il est trop fort en fait. Et je te jure, Walter Tavares à côté, t'as l'impression, je sais pas si t'as cette impression qu'il est moins fort en ce moment. Ouais, l'année dernière, mais bon, déjà... après, on en reparlera sur un autre match parce que bon. Je sais pas, c'est peut-être le système du Real qui fait que les backups paraissent plus forts que les titulaires. En fait, c'est peut-être pas vrai, tu vois. On verra, on en reparlera sur un autre match. Mais non, mais c'est vrai que Serge Ibaka... Sans parier, ça va. Non, mais attends, on en parlera après, gros. Non, mais c'est vrai que Serge Ibaka, il fait un gros match. Après c'est la force du Real, c'est que voilà, ils ont un effectif toujours qui est pléthorique. Ils vont toujours te sortir du banc des mecs qui peuvent te faire basculer un match. On n'oublie pas que Mario Ezonia sortait du banc la plupart du temps. Ils te sortent Sergio Llull qui, vas-y, pendant la saison régulière, il va dormir, mais on sait très bien que quand ça va être les playoffs, il va te mettre des tirs sur une jambe, etc. Et puis même là, t'as Xavier Rathan-Mays qui sort du banc. Alors t'as Andrés Félix qui s'est blessé au pied. Il va être absent un petit peu. Donc je pense qu'ils vont essayer de récupérer quand même un joueur, ou peut-être de donner sa chance à Hugo Gonzalez, mais je pense qu'ils vont quand même, connaissant le Real, vont quand même essayer de chercher un joueur. Mais voilà, tu l'as dit, aujourd'hui, t'as les Zanan Moussa que j'ai trouvé un peu en dessous. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait en termes de stats. Il fait 12 points, 1 sur 3 à 3 points, 2 sur 4 à 2 points, il prend 4 rebonds, pas de passe, et il 12 dévals. Ouais, en combien de temps? En 19 minutes. Ouais, donc il joue pas tant que ça. Après, voilà, le Real est en train un peu de retrouver, de refaire une hiérarchie. T'as quand même censé avoir un axe, on va dire, allez, Campazzo, Moussa, Ezonia, Tavares, qui est censé être la colonne vertébrale. Aujourd'hui, j'ai plutôt l'impression que c'est Campazzo et Xavier Rathan-Mays et Gabriel Deck aussi, qui fait un bon début de saison, qui fait un bon match là aussi. Maintenant, on peut parler du Partizan en face. Partizan, comme on l'a dit, il y a plein de joueurs qu'on adore. Tyrick Jones, encore une fois, très bon match. Enfin, dans ma tête, très bon match. 11 points, 22 minutes, 3 sur 5, 16 dévals. Voilà. Il met encore un poster sur Tavares. Voilà, je vous le mets. C'est pour le plaisir des yeux. De toute façon, lui, ça va être... Alors, il n'y a pas beaucoup de gens qui auront la ref, mais c'est Johan Dumont, époque U20 Charenton. Tous les matchs, ou Patrick Mbida. Tous les matchs, tu sais que c'est un poster. Et bah, lui, ça va être ça cette saison. Donc, on parlait comment ça s'appelle, de Isaac Bonga tout à l'heure. Oui. Isaac Bonga, quand même, c'est un mec qui a 2 ans, il était incapable de mettre un tir. Au Bayern de Munich, il y a 2 ans, il ne mettait pas un tir. Et l'année dernière, il a commencé à en mettre un petit peu, moins régulièrement. Et depuis cet été, c'est devenu un spécialiste. Mais le mec il bosse, Oui, non mais comme quoi, et pourtant il a pas une gestuelle, bon elle est pas dégueulasse, mais c'est pas hyper clean. Le mec il bosse, hein, tout simplement. Mais c'était pour mettre en valeur justement sa progression sur le tir extérieur.
Et bah, c'est une vraie arme. Du coup, parce que bah, c'est un mec qui peut prendre du rebond, aller te jouer du coast to coast, t'apporter de la transition. Il peut jouer on l'a vu l'année dernière au Bayern, que des fois c'est lui qui mettait en place le jeu. C'est pas un vrai meneur, tu vois, mais il est capable de jouer un pick and roll. Mais en même temps, il peut jouer de 1 à 4, entre guillemets, mais du coup, ça t'ouvre beaucoup d'espace. Parce qu'il peut te proposer des coupes, il peut rester dans le corner, te mettre des tirs à 3 points. Et derrière, tu as tous les petits meneurs de ballon, les Phil Lindbergh, les Carlik Jones, les Frank Ntilikina, qui peuvent s'amuser dans la raquette. En plus, à part Tyreek Jones, qui est quand même une grosse menace sur alley-oop, tu as Brandon Davis qui lui va pouvoir s'écarter également. Là, cette fois-ci, Zelsko a fait jouer Nakic, ou Lakic, je ne sais plus lequel a joué, qui fait aussi un gros début de match, qui met un 3 points directement et qui met un... de lancer, je crois, ou quelque chose comme ça. Mario Nakic, ouais, c'est ça, qui met 5 points en 10 minutes. Et après, il a plus trop joué. Donc voilà. J'ai trouvé que le Partizan s'est réveillé tard. C'est ça. Carlik Jones et Frank Ntilikina se réveillent quand c'est la fin du match. Alors, Frank, il fait une très bonne fin de match. Mais gros, joue avant, frère. C'est ce que j'ai dit. Franck a de l'adresse dans le quart, mais c'est dommage de ne pas l'avoir fait avant, d'avoir été agressif. Carling Jones, pareil. En fait, ils se sont réveillés trop tardivement, et après, c'était trop tard. Ils étaient en gestion, et malheureusement, ça leur a coûté ce match. C'est une équipe qui va être relou. C'est une équipe qui doit viser le play-in comme objectif. Je pense qu'après ils ont besoin d'avoir des bases et d'avoir des automatismes. Oui. Parce que là on voit. Ah non, mais l'équipe a beaucoup changé. Exactement. Sachant que là il y a Dwayne Washington qui avait fait une bonne pré-saison, qui était reparti aux États-Unis pour faire des histoires contractuelles, qui a fait un match ou deux de pré-saison avec les Charlotte Hornets, qui va revenir, donc ça va t'apporter encore du scoring avec ça. C'est pas forcément ce dont tu as besoin. Ils auraient plus besoin d'un intérieur, je pense. Donc à voir, est-ce qu'ils vont récupérer quelqu'un, parce que c'est vrai que là, ça va être la fin des pré-saisons NBA aussi, donc il y aura des joueurs qui peut-être vont être disponibles. À voir. C'est vrai que l'année dernière, ils avaient quand même une belle raquette avec Smilagic, Kaminski et... Il y avait le D aussi. Le D et Caboclo. Donc là, c'est un peu... Alors ils ont signé Brandon Davis et Tyreek Jones, mais on l'a dit la semaine dernière. Ça fait que 2 intérieurs, et en plus, souvent, ils jouent ensemble, alors que les deux sont plutôt des postes 5. Donc voilà, le Partizan est à 0-2. Moi, je les vois quand même remonter la pente. Je les vois plus forts que certaines équipes. Après, les voir plus fortes que Bologne, par exemple, c'est une chose, mais bon, il faut battre Bologne. Ils ne l'ont pas fait la semaine dernière. Ah non, les faits, ils ont perdu contre qui, le Partizan, la semaine dernière? Ils ont perdu... Contre Baskonia. Si, c'est ça. Oui, c'est Baskonia. Et donc, je les voyais plus forts que Baskonia, ils perdent. Donc, bon, au bout d'un moment, c'est bien le papier, mais il faut assumer sur le terrain. C'est clair. Voilà pour ce match. Tu veux, puisqu'on est sur les clubs espagnols, là, tu veux parler du Barça en rapide? Oui, le Barça... Je peux regarder le match. Hein. J'ai regardé Barça à cogner Berlin. Non, j'avoue, ils sont pas cognés parce que Berlin est bien revenu. C'est ça ton problème. Non, mais franchement, le match était pas dégueu. Ah ouais? T'as pas regardé, mais le match était pas dégueu parce que franchement, Berlin est vraiment revenu dans ce match-là avec de l'adresse. Jusqu'à un moment... Quand tu regardes un film d'action ou d'horreur des années 90, est-ce que tu regardes les 25 premières minutes quand le Renoir il est en train de fuir dans la pièce? Tu sais très bien qu'il va mourir, gros. Déjà, et là c'est la même chose. Pourquoi tu vas regarder? Tu vas sur un terrain glissant. Non, c'était les années 90. Non, tu fais des trucs bizarres. Non, gros, tu vois, Black Lives Matter, mais... Tu rigoles en plus? Non, mais parce que tu me fais rire. Mais ce que je veux dire... J'ai un clown avant de rien. Mais non. Ce que je veux dire, c'est que tu sais déjà comment ça se passait. Je vais pas regarder Barça-Berlin, parce que déjà, regarder Berlin, ça me fait chier. En plus, je venais de me taper 5 matchs. Barça, j'ai regardé leur premier match, c'était nul à chier. J'avais pas envie de regarder ce match. Et voilà, ça s'est passé comme prévu. Mine de rien, oui, on savait très bien que Barcelone allait gagner. On va dire juste 2 phrases. Barcelone a gagné, on le savait. Il y a eu un super Brizola. Il a pris une crise d'adresse à un moment quand Berlin était repassé devant. Berlin se sont repassés devant. Et franchement, c'était intéressant. J'ai aimé Justin Anderson et ce qu'il a apporté. Ah, je t'avais dit, mon gars. Justin Anderson, moi j'ai regardé le match. Franchement, il a apporté de ouf. J'ai aimé. T'as pas regardé ce match-là, t'as regardé l'autre match, mais j'ai aimé ce qu'il a apporté. Kevin Punter qui s'est mis un peu en route. Donc voilà. Ça compte pas contre Berlin. Non, ça compte pas. Mais c'est juste pour te dire que c'était pas dégueulasse. C'est Kevin Punter. Il nous a fait une bouse monumentale sur son premier match. Là, je sais pas. Il fait 14 points. C'est les stats, donc je sais pas. Parce que si tu regardes les stats du premier match, il est pas dégueu non plus. Il fait 14 points, 4 sur 7, 2 sur 6 à 3 points, 15 déval. Non, il a pas été dégueu. Ok, on verra sur les gros matchs. Et après, Gabriel Procida, il a fait un gros match. Il a pas joué, frère. Il a joué, gros, il est revenu. Il a fait 2 points, 0 sur 5 à 3 points. C'est vrai.
Je te jure, 10 minutes. 2.0 sur 5 Ah ouais, à moins 3 2, points. moins 11. Il a envoyé que des saucifs là. C'était trop. Donc voilà pour le match. Ok, super. On a pris beaucoup de plaisir à regarder ce match-là. Bien sûr. Je te propose qu'on aille en Turquie. Let's go. Alors pour Olympiakos contre le Kaunas. Non, évidemment, je parle de Efes contre le Fenerbahçe. Un match qui, pour moi, allait être un peu déséquilibré. Enfin, déséquilibré. Bah, t'as une équipe qui va jouer le play-in contre une équipe qui a annoncé top 4. Même s'ils ont perdu le play-in, ils sont quand même annoncés top 4. Et pendant tout le match, l'Efes était à la traîne. À la traîne. Ils étaient incapables de mettre à tir. Ils sont à 0-10 à 3 points. C'est clair. En première mi-temps, c'était catastrophique. Et comme d'hab, souvent sur ces matchs-là, tu sais, quand il y a des mecs qui mettent pas, enfin une équipe qui mettent pas un tir, il y a toujours un tir avant la mi-temps. Là, ils en mettent 2 pour revenir à moins 8 ou moins 9, un truc comme ça. Après, c'était parti. Et après, c'était parti. Alors, il y a eu une bagarre en plus entre les Bryant et Elijah Bryant. Apparemment, il y en a un qui a mordu l'autre il a griffé l'autre, je sais pas quoi. Enfin bref, alors que Tariq Biberovic il venait de faire un bon drive, alors qu'Elijah Bryant, ça a pas l'air d'être non plus un mec trop nerveux, tu vois. J'ai pas compris. Donc voilà. Après, le problème, c'est que les Fesses étaient trop à la traîne et ils sont revenus grâce à Kobe Bryant. Oui. Voilà. Comme ils ont signé Kobe dans l'équipe, paix à son âme, mais apparemment Dano Tourou... Dano Tourou, meilleur pivot de Euroleague, apparemment. Non mais franchement, l'année dernière, il faut dire quelque chose. L'année dernière, les Fesses a eu énormément de blessés. Oui. Et ils ont eu du nez quand même sur les joueurs qu'ils ont ramenés, parce que quand tu vois aujourd'hui ce que fait Tyreek Jones, ce que fait aujourd'hui Dano Tourou, et même Mike Dome quand il avait joué, alors là il joue pas trop à l'étoile rouge, mais quand il avait joué ce qu'il avait apporté, franchement c'est pas mal du tout. Donc vas-y, je te laisse finir sur Kobe Bryant. Dano Tourou, il fait 22 minutes, il met 21 points, 8 sur 10 à 2 points, 5 sur 5 au lancer franc. Il prend 6 rebonds, il a 28 dévals. Enfin, au bout d'un moment, il est partout. Et en plus, c'est pas un pivot à la Mathias Le Sort où il va juste prendre du alley-oop ou roller, etc. dans les fenêtres. Pourquoi t'es allé jusqu'à Mathias Le Sort? Tu peux dire à la base temporaire. Hein. Oui, par exemple, c'est vrai. Ou à l'avant, parce que j'avais Mathias Le Sort. Mais Mathias Le Sort, il joue du post-up, gros. Il joue du post-up, mais pas Vincent Poirier. Non, c'est vrai. Mais là, Dotoro, il fait des fadeaways. Ah oui, c'est trop. Vraiment, c'est. Franchement, je sais pas s'il va tenir comme ça toute la saison. On verra bien. Et en plus, c'est un très bon contreur défensivement. Il apporte des situations. Deux côtés du terrain. Donc franchement, c'est bien. Mais le problème, c'est que tu peux pas gagner un match quand t'as ton meilleur joueur qui a 9 points. Ouais, mais alors, il joue combien de temps chez Larkin? 24 minutes. Mais l'année dernière, il était à presque plus de 30. Je crois que c'était le joueur qui jouait le plus. Sur les 2 premiers matchs, là, il joue 20 ou 25 à chaque fois. Alors, je sais pas s'il est blessé. Et puis, encore une fois, c'est en deuxième mi-temps qu'il se met un peu en route, qu'il a des plays pour lui. Alors, c'est vrai qu'il rate pas mal à 3 points. Mais comme toute l'équipe, hein, de toute façon. Ils sont à 6 sur 30. Ouais, voilà, 20%, ça fait pas plaisir. Mais du coup, c'est vrai que c'est compliqué. Après, ils ont signé Jordan Nwora, qui est censé apporter du punch offensif. Il a fait quelques bonnes choses, il a trouvé des passes, il a mis le flotteur, mais par contre à 3 points c'est dramatique. Il peut mettre un tir à 3 points c'est dramatique. Et puis il en prend des fois des tirs vraiment, des tirs on dirait moi. Alors là il y a un tir à un moment, ça passe en dessous sur l'écran, il se dit bon bah il est passé en dessous, je vais retirer mais vas-y vraiment parce qu'il faut que je tire. Alors qu'il n'était pas placé, rien, c'était vraiment pas dans le rythme, donc évidemment il le met pas. Mais oui, après Fener c'est costaud, Fener c'est très costaud, même sans Scottie Wilbekin. Même avec Wade Baldwin qui se trouve, on va dire, au niveau de l'adresse. T'as Bonzi Colson qui fait un gros début de match. T'as Nigel Davis aussi qui est partout, qui peut jouer du post-up, de la transition, etc. T'as toujours Wade Baldwin qui est quand même dangereux parce que même s'il se trouve sur... Il met combien Wade Baldwin? 15 points, 2 sur 10 à 2 points. Il met quand même 15 points, tu vois. Ouais. Donc faut le défendre quoi qu'il arrive. T'as Nicolo Melli, t'as Kem Birch qui a mis beaucoup de pression sur les défenses adverses aussi, et qui a eu beaucoup de lancers francs et qui les a tous mis. Et surtout qui défensivement t'apporte une polyvalence et une mobilité que tu n'auras pas avec Sertac Stanley et que tu n'auras pas avec Boban Marjanovic, qui n'a pas joué d'ailleurs. Donc franchement, moi j'ai beaucoup aimé le match de Kem Birch. C'est clair. C'est clair, et dis-toi que là sur ce match-là, t'as Devon Hall qui joue 20 minutes, il a mis 0 points parce qu'il a pris 3 tirs. Et, plus 15 de plus-minus. Donc il est rentré au bon moment. Mais tu vois, ça te montre, Devon Hall, on sait très bien que c'est un mec, si tu lui donnes le ballon, capable de faire des séries. Hein. Oui, bien sûr. On l'a vu l'année dernière. Et il y a mon chouchou. Et Arthur Zagars, de retour. Et en 13 minutes, 57 pour être précis, il met 11 points, 2 sur 3 à 2 points, 2 sur 2 à 3 points. 1 sur dont 2, le dagger, pour finir le match. 1 sur 2 au lancer franc, il fait juste une passe D. Il fait 3 passes. Pardon, 3 passes, excuse-moi. Une paire de balles.
Il fait 3 passes 12 dévals plus 12 des dévals, plus-minus en 12 minutes. Ça va. C'est plutôt correct. Il a plutôt été efficace. Franchement, Franchement, c'est vraiment... Ça fait kiffer. Moi, je kiffe ce joueur. J'espère qu'il va pouvoir rester en bonne forme, surtout, ne pas se blesser. Et après, à voir, est-ce que le Fener va signer un autre joueur pour remplacer Scotty Wilbekin. Parce que là, bon, c'est bien, il fait des grosses stats sur 13 minutes. On sait qu'en 13 minutes, tu vas pas tout le temps tourner à 12 points de moyenne, quoi. Surtout avec le jeu qu'il a, c'est pas Marcus Howard, tu vois. Donc voilà. Donc, on peut ouvrir le dossier Vincent Poirier. Je t'écoute. Dis ce que tu as à dire. Bah, on est tous les deux fans, enfin fans, c'est un bien grand mot. On adore Vincent Poirier, on a adoré la saison qu'il a fait l'année dernière au Real. Oui. Tu pars du Real pour signer à l'Efes. Tu fais en interview, tu dis voilà, moi je suis parti pour être titulaire. Et effectivement, quand il part à l'Efes, tout le monde se dit bah ça va être le pivot titulaire devant Dano Tourou, etc. Sur les 2 premiers matchs, il joue 11 et 12 minutes. Dano Tourou est monstrueux. Et je ne sais pas si Vincent Poirier n'est pas déjà en train de regretter d'être parti là-bas, parce que il a même un moins grand rôle qu'au Real, clairement. Et je pense que ça s'explique par 2 choses. Déjà, c'est que malheureusement, ça reste un pivot qui est limité offensivement. Tu ne peux pas lui jouer du post-up si ce n'est pas vraiment une menace sur alley-oop et rebond offensif. Il est capable de s'écarter, mais bon, voilà, là, vraiment, il n'a pas eu de situation sur ça à FS. Et aussi, le truc, c'est que il a plus de Chacho avec lui. Et que moi, j'ai vu plein de situations, alors il joue pas de la deuxième mi-temps, mais en première mi-temps, où il joue des pics. Derrière, il essaye de prendre un peu une position, mais dans le timing n'est pas bon, on le cherche pas, etc. Et en fait, quand il est sur le terrain, il sert à rien, il gêne juste la raquette, tu vois. Et j'ai trouvé que c'est vrai que Dano Tourou est plus mobile offensivement, il va t'apporter plus de choses. Mais ça... Et un meilleur bagage technique. Oui, mais bon, tu pouvais te dire, ouais, Vincent Poirier arrive, il joue 11 et 12 minutes, hein. C'est pas il joue 18-19. Donc c'est vraiment pas beaucoup, il joue pas de la deuxième mi-temps. Je m'interroge sur vu que tout le monde peut bouger un peu comme ils veulent là, sur le futur de Vincent Poirier à l'EFES, parce que clairement si t'as signé pour jouer 10 minutes, fallait rester au Real. Hein. C'est clair. Au moins tu vas jouer le Final Four, quoi. C'est clair, t'étais dans la rotation. En plus de ça, pour le coup, des fois, il y a des matchs où il a starté, et quand Walter Tavares était blessé... Mais de toute façon, il a fait une meilleure saison que Walter Tavares, il faut le dire. Donc clairement, et là, j'ai vraiment du mal à comprendre... Qui arrive ? Oui, c'est bon. J'ai vraiment du mal à comprendre ce choix. Quand il a signé, on se dit, bon, lui, il allait pour être titulaire, là, il l'est pas, il a moins d'impact. Franchement, je comprends vraiment pas. Espérons qu'il bouge. Écoute, on verra. Après, ce qui est sûr, c'est que dans l'état actuel des choses, si Dano Tourou prend des fautes et que tu sors Vincent Poirier du banc, c'est bien. Encore faut-il savoir s'en servir. Donc voilà pour les fesses qui est donc à 1-1. Le Fener est à 2-0, sans être ultra dominant non plus, mais bon. Voilà, pour l'instant, les 2 équipes sont à leur place. On enchaîne sur Olympiakos Kaunas. Un match aussi que j'avais hâte de voir. Et Olympiakos se remet à jouer au basket. Je mens à moitié. Si, ils ont joué à moitié. À moitié. À partir du 3e carton. Qu'est-ce qui s'est passé au 3e carton ? C'est bizarre. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin du 3e carton ? Non mais c'est terrible, hein, mais... Tu te rends pas compte, hein, mais c'est quand il est pas là, tu te rends compte. Franchement, le début de match, qui a l'avantage des Grecs, hein, bien sûr. Kaunas, ils envoient des saucisses, mon pote, et ils se mangent un 21-6 fin du premier quart-temps. Je dis, ah ouais, ça va être long. Je me dis, je vais avancer. Le match, il avance, donc ça va un peu mieux pour Kaunas. Olympiakos, voilà, ils essayent de produire. C'était très brouillon. Ah, franchement, moi j'ai noté plan de jeu de l'Olympiakos, défendre et courir. C'est ça. Ils ont fait que ça. Très brouillon. 3e quart-temps. Comment il s'appelle ? Mousfal. Non, mais avant que Mousfal y rentre, c'est Moses Wright qui prend sa 3e, si je dis pas de bêtises. Mousfal sur le terrain. Waouh ! Ah waouh ! Waouh ! Eh mais vraiment, c'est le jour et la nuit. Hein. Mousfal, boum, ça vient trapper, boum, du kick. Oh là 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 là, des tirs ouverts. Quel régal. Vezengov qui met dedans, tout ça. Je me dis, mais on peut pas jouer sans Mousfal en fait à l'Olympiakos, c'est impossible. Franchement, je me dis, c'est criminel d'avoir... on a un vivier en France, après c'est aussi la concurrence, mais Mousfal là pour l'Olympiakos, ce qu'il fait, ce qu'il apporte, la façon dont il fixe les défenses. Et en plus, quand tu viens pas attraper, il vient pas attraper. 2 points, N1. Ouais, bon là, donc, sur sa première action, il met un N1 direct. Donc tu viens pas attraper, tu dis, bah, ok, lui, il va dérouler. Donc non, vraiment, on l'a dit, on le sait, mais le jeu de l'Olympiakos avec ou sans Mousfal, c'est pas du tout la même chose. Cela dit, j'aimerais quand même
nuancer un petit peu. Vas-y. Il commence le match avec Vildoza, contrairement à Williams-Goss sur le premier match. Et je trouve qu'il y a une bonne relation qui se fait entre Evan Fournier et Vezenkov qui se cherchent beaucoup. Oui. Vezenkov a trouvé beaucoup Evan sur des coups dans le dos. Evan qui fait un très beau match offensif, qui a pris enfin ses responsabilités. Il met 15, je crois. Oui, c'est ça. Il met 15, il prend combien de tirs? Il prend 11. 11 tirs, voilà. Et encore, j'ai trouvé qu'en première mi-temps, il aurait pu en prendre plus. Sur la deuxième mi-temps, il a été plus agressif et tout, et il a pris des tirs un peu plus difficiles, mais qu'on a envie de le voir prendre. En première mi-temps, bon, le premier tir qu'il met, c'est un tir... il essaie de jouer sur un contre 1, c'est très très bien défendu, et il met quand même le tir. Mais ouais, voilà. mais il y a eu des situations, en fait, il joue beaucoup un peu comme en équipe de France, tu sais, où il va faire des curls, et après, soit il peut faire ses flotteurs, soit il cherche des passes, et des fois, il cherche des passes alors que le alley-oop est coupé. Donc, fais-le ton putain de flotteur. Ouais. Mais voilà, Evan Fournier, c'est vrai qu'il fait un bien meilleur match offensivement. Derrière, l'Olympiakos a mieux joué aussi. Vezenkov fait un gros match aussi offensivement. Les deux se trouvent bien, je trouve. Voilà. Vezenkov, il tire 13 dans ses francs quand même. Ouais, alors, bon, les arbitres étaient un petit peu... Merci. Nuls. Merci. Mais ils ont été nuls des deux côtés, ils ont essayé de compenser. J'ai écrit arbitre, j'en parle pas. Voilà, donc il y a eu une situation où c'est, je sais plus si c'est Papa Nicolas ou je sais pas, ouais, qui tire avant la fin du buzzer. Ils disent fin des 24. On voit sur la vidéo que il a tiré bien avant le buzzer. Donc voilà. Après derrière, il y a une faute inexistence sur Vezenkov. Il met un N1 derrière pour compenser, vu que la faute elle est inexistante. Il donne un N1 à Sylvain, alors que Sylvain, il y a une faute sur le dribble, il est à 3 points, etc. Finalement, après le replay. Donc bref, c'était vraiment nul au niveau de l'arbitrage. Maintenant, côté Kaunas, alors il y a Servidis, il me rendait fou. Je me dis, mais ce mec-là, il est venu que pour tirer à 3 points. Oui. Ouais, bon, à la fin, quand il s'est mis à mettre, c'était bien, mais il était à 0,7, je crois. 0,7, il finit à 3,10, c'est ça, c'est ça. Il en met 3. Avec Sylvain aussi qui a créé du jeu sur la fin de match. Donc, comme il y a eu beaucoup de coups de sifflet, il y a eu beaucoup de lancers francs, c'était un concours de lancers francs aussi. Kaunas s'est rapproché. Mais j'ai pas senti l'Olympiakos vraiment inquiété, quoi. Je ne ai pas senti en danger, Kaunas s'est rapproché comme tu l'as dit, et puis voilà, mais c'est juste que le manque d'adresse de Kaunas, on sait que c'est une équipe qui tire beaucoup à 3 points, ils font 8-35, tu peux aller nulle part comme ça, ils font 16-25 au lancer franc, pardon, contre l'Olympiakos qui, l'Olympiakos qui ont bien raté, hein. Ils ont raté beaucoup de lancers francs, on fait 28-43. Non mais c'est un match moche, et le commentateur il l'a dit, c'est le score de la mi-temps, c'est le score du premier carton de Havel Boled. Exactement, j'ai beaucoup aimé le match de Makisic, il a fait un... Non, mais Nigel Williams-Goss fait un très bon match. C'est vrai. C'est un très bon match. Williams-Goss, donc non, c'est bien. L'Olympiakos. Et Tyler Dorsey a été toujours nul à chier. Catastrophique, il envoie des tirs n'importe comment. Oh là là, c'était franchement, c'est dur. Hein. C'est dur. Hein. On dirait le Tyler Dorsey du Fener. Exactement, celui qu'on veut pas voir. Donc voilà. Et Smilagic aussi qui a fait une bonne rentrée côté Kaunas, mais qu'on n'a pas trop vu après sur la fin de match. Mais c'est vrai que quand il rentre, il met direct 5 points. C'est vrai. Il joue que 11 minutes, il fait 7 points de rebond, 6 déval. Et avec un plus-minus positif. Donc voilà. On termine sur... parlons de basket un peu. Parlons de l'équipe qui va être championne. Le Bayern de Munich. Exactement. Voilà. Qui jouait face au... Panathinaikos. Exactement. Non, quelle Alors équipe. déjà, qu'est-ce que tu penses du terrain LED là? Ça va, ça m'a... moi j'aime pas du tout. Ah ouais? Bah en fait tu vois les lattes, ouais, tu vois grave les lattes, je trouve ça fait pas clean. Et en plus, alors je sais pas si t'as vu, mais je vais vous le mettre, Crary, je sais pas les lignes ce qu'ils ont mis, si c'est des aimants ou des scotch ou quoi, genre je sais pas pourquoi les lignes ne sont pas faites sous forme de LED. Il y a un moment dans le 3e, 4e quart-temps, ils sont en train d'enlever les lignes pendant le jeu. Ils enlèvent les lignes de touche, tu vois, je vais vous le mettre. Il y a un mec, il est en train d'enlever. Et à la fin, ça joue du coup. Il manque genre, je sais pas, 50 cm de ligne de touche. Mais attends, t'as un truc LED. Mais les lignes au LED, je comprends pas. J'ai pas vu ça. Bref, ça c'était un détail. Donc moi, j'ai pas trop kiffé, parce que donc ils ont refait un peu la salle. Après, sur l'aspect basket. Y a pas de match. Le Pana écrase le Bayern sur le début de match. Il commence par un 10-0, défense fort, de la relance, Eddie Osman, Kendrick Nunn, tout le monde est dedans, Mathias Le Sort qui bousille. Et bon, bah voilà, Mathias Le Sort, road to MVP cette saison. Clairement. Hein.
Il est là, il fait des trop petits à Voigtman. Après ce qu'il leur a fait au JO, il leur refait encore des trucs en Euroleague. Non, franchement, c'était sale. Il fait quoi comme stat là? Il fait 22 points, 911 à 2 points, 3 tirs, à 3 points, 4 sur 6 au lancer franc, 27 dévals, 27 dévals, 6 rebonds. Si vous vous retrouvez dans une autre catégorie, soyez pas surpris. Sachant que t'as Yurtseven qui fait 11 dévals en 12 minutes derrière. Parce qu'il bousille. En fait, c'était trop relou parce que tu dis, ah, c'est bon, match ce soir, elle est sortie. Non, mais on l'a dit, Yurtseven, gros, c'est un pivot titulaire, hein, clairement. Sachant que t'as Juancha Hernan Gomez. Qui est devenu. Moi, franchement, ça me fait kiffer parce que vraiment, tu vois qu'il a trouvé son rôle. Il défend, il joue de la transition. Du coup, il est sur le terrain, il prend des rebonds. Du coup, bah, il a l'opportunité de prendre des tirs. Plutôt que sur le début de saison dernière où il était que dans le tir extérieur, Et bah, franchement, il fait un super match. Et du coup. 12-11. Ouais, et du coup, tu vois pas Mitoglou. Ouais. Qui l'année dernière fait une saison incroyable, monstrueuse. Donc, la profondeur du Pana. Relou de mais relou mais regarde, ouf. Là par exemple sur ce match-là, Kaizakis qui fait un Final Four incroyable, quand il est envoyé en défense, etc. Après il joue jamais beaucoup. Hein. Il joue jamais beaucoup, mais tu vois là il joue 5 minutes. Ouais. On l'a pas beaucoup vu. Lorenzo Brown. Mais surtout t'as Kostas Lukas qui joue 13 minutes. Ce que j'allais dire, Lorenzo Brown joue plus que Kostas Lukas, 13 minutes, il met 0 points. Thierry Osman joue 13 minutes, il met 5 points. Mais Jerian Grant. Et ça veut dire que je regarde. Osman, quand il rentre sur le terrain, tu as vu son apport tout de suite. Exactement. Même s'il score pas beaucoup. Exactement. En fait, le Pana avait tellement d'avance que. Tranquille. Une fois que t'avais vu le début de match, c'était fini quoi. C'est exactement ça. Ça veut dire que là, tu rentres, tu dis vas-y, bon là c'est Lucas, ah c'est relou, faut défendre. Lorenzo Brown, il rentre, oh vas-y, c'est Lorenzo Brown, vas-y, c'est relou. Ah c'est Jaren Grant, ah vas-y, c'est. En fait, non, mais surtout si tu viens trapper, t'as Yurtseven ou Mathias Le Sort dans la raquette, t'as Mitoglou ou Juancho sur les corners. Non, franchement, c'est très. On a parlé Kendrick Nunn qui a mis 17 points, qui les a tellement lavés. Non, c'était. Enfin, on va pas s'étaler sur ce match. Ils ont gagné. C'était facile pour le Pana. En fait, c'est ça, je me suis noté une phrase et c'est ça. C'est le 5 de remplaçant du Pana, en fait c'est un 5 titulaire. Ouais, mais c'est un 5 titulaire qui fait les playoffs. Exactement. Ouais, clairement. Ok, on passe sur les tops et les flops. Let's go. Allez, c'est parti pour les tops, c'est parti pour les flops. Mon petit pote, quels sont tes tops, quels sont tes flops? Alors, en top, Lasvel. Bravo Lasvel. Au classement, ils sont en playoff là, je crois. Si on arrête la saison aujourd'hui. Mais Lasvel, et dans Lasvel, j'ai Théo Malédon, pour on l'a dit, sympa. Pour son apport, pour vraiment sa qualité de jeu, la gestion du rythme. Analyse à venir, après celle de Tamir Blad, promis. Parfait. J'ai Neil Sako aussi pour son match, ce qu'il a proposé. Et j'ai mis aussi Nando De Colo. Après, il y a tous les autres joueurs. Mais voilà, ces 3 joueurs-là, un peu plus que les autres. Mais vraiment, Lasvel, mon premier top. Mon deuxième, j'ai le Pana. J'ai le Pana en deuxième top parce que même si je joue le Bayern, cette équipe, elle va être très relou. Ils sont champions en titre. Et tu vois, ils se comportent pas comme des champions en titre en disant, bon, on a gagné, on est tranquille. Ils veulent détruire les équipes adverses. Et j'adore cette mentalité. Ils sont là et disent, ah, on est champions. Ah, mais ça, c'est comme si on n'avait rien fait. Ils arrivent, ils veulent détruire, tu l'as dit, 10-0 d'entrée, 21-6, non, pas 21-6, je sais plus, il y avait combien à la fin du premier quart. Il les froisse, les remplaçants, les titulaires, ils jouent pour froisser les équipes en face. J'adore. Par contre, c'est pas Mamadou Sakho, hein. Neil Sako, il n'y a pas de H. Mais bon, ok. T'as un troisième top? Non. Ok. Alors, moi, mes tops, donc je suis d'accord avec les tiens, hein, bien sûr. J'ai également Evan Fournier. Parce que, franchement, sur la pré-saison, je sais même pas s'il avait mis plus de 7 ou 8 points sur les matchs amicaux. Enfin, ouais, et sur le premier match d'Euroleague, on avait dit qu'il faisait 0 déval et tout. Donc là, il fait un gros match. Voilà, c'est quand même une grosse recrue. Donc, il a apporté. J'ai mis, comment ça s'appelle, Arthur Zagars. Parce que voilà, son petit chouchou, on l'a dit. Bel apport. J'espère qu'il va pouvoir faire une saison où il va prendre de l'expérience et à terme avoir un rôle parce que ça reste encore un jeune joueur. Et en troisième top, j'ai mis quand même Cody Miller-McIntyre qui a franchement... Même si je ne crois pas à l'étoile rouge sur le long terme, franchement, il m'impressionne. Il apporte vraiment une stabilité, une sérénité dans une équipe qui en a bien besoin. Et aujourd'hui, s'ils sont à 2-0, c'est clairement pas grâce à Luka Mitrovic. Et c'est clairement en grande partie, pas que, mais aussi grâce à Cody Miller-McIntyre. Donc ça, c'est mes 3 tops. Maintenant, les flops. Alors, moi, sur les flops, j'ai la gestion des fins de match de Paris. J'ai mis en flop et j'ajoute à ça les rotations de Thiago Splitter. Moi j'ai mis Thiago Splitter aussi. Ouais, ça y est, au bout d'un moment. On peut mettre les lancers francs aussi de Paris. Hein. Exactement. Et j'ai mis le jeu stéréotypé de Nadjerifi. Dans mes flops, là j'ai que Paris pour l'instant. Vous n'êtes pas bête parce que sur top, t'aurais pu mettre Moufal aussi. Hein.
Parce qu'il a changé le Olympiakos. C'est vrai. Mais donc voilà, pour les flops, on a déjà dit, on va pas paraphraser, mais c'est important de bien gérer les fins de match, surtout quand vous avez de l'avance. C'est important que TJ Short s'accapare un peu plus les fins de match et que Nadir Effie n'ait pas ce jeu forcément stéréotypé. Mais j'ai confiance à 100% en lui. Il nous a montré qu'à chaque fois qu'il y avait un obstacle, il le défonçait l'obstacle. Donc j'ai aucune inquiétude sur le fait qu'il va vraiment passer à autre chose, qu'il va réussir à débloquer ce step-là. Ok, moi j'ai encore Will Clyburn. Oh, t'es dur. Bah, je suis désolé. Moi j'attends de Will Clyburn qui comble un truc qui manquait à Bologne. Et aujourd'hui, c'est Isaiah Cordinet qui le comble. Will Clyburn. Je suis désolé, aujourd'hui, Will Clyburn, il serait pas là, ce serait pareil. Donc je suis pas dur. C'est Will Clyburn quand même. C'était le meilleur poste 3 d'Euroleague. Tu signes le meilleur poste 3 d'Euroleague, même l'année dernière, il était quand même dans la. Tu vois, même s'il fait pas une bonne saison par rapport à ce qu'on peut attendre de lui. Sur le poste 3, avec lui, Shevon Shields, Alpha Diallo, et je sais pas, voilà, et Zonia peut-être, tu vois, il était dans cette discussion-là. Aujourd'hui, tu regardes ce qu'il apporte. Alpha Diallo, il apporte toujours la même chose, et Zonia, il apporte toujours la même chose. Shevon Shields, on en a parlé, et lui, il a la rue. Alors oui, certes, c'est une nouvelle équipe, tous les autres sont restés dans les mêmes équipes, mais pour l'instant, il apporte rien. Et le problème aussi, c'est que s'il apporte pas scoring, je le vois pas apporter d'autres choses. Il apporte pas spécialement défensivement, il apporte pas spécialement rebond, alors que c'est quand même un mec qui a des longs membres, des qualités athlétiques. Donc, ouais, j'étais bizarre, gros. On peut parler de basket. Moi, je t'écoute. Non, mais gros, tu me regardes, tu me fais des. Wesh, je vais rentrer chez moi. C'est bizarre ici, hein. Ambiance. Non, vas-y, parle-moi de Will Clyburn, là. Donc voilà, c'est mon deuxième flop, Okay. et c'est mes seuls flops parce que je suis quelqu'un de positif dans ma vie. Très bien, t'as raison. Voilà, on passe sur le 5 de la semaine. C'est parti. I got 5 on it. Alors, c'est quoi ton 5? Alors, Facundo Campazzo. Logique. Faut pas être bête. Qui d'autre? Après, on aurait pu mettre Théo Malédon à la On peut main. mettre Théo Malédon. C'est vrai. L'un ou l'autre. Mais Facou, Mais vas-y. Facou, vas-y. Dans l'impression visuelle, On se passe, des passes comme ça, des trucs là. On a adoré. Isaiah Canaan. Parce qu'il a bombardé. 19 points. Shevon Shields. Il a froissé Paris à la fin, bien sûr. Mamadou Sakho. Non, je mens. Pardon, Nil Sakho. Je m'excuse. Nil Sakho. On l'a dit, fait 30 dévals, meilleur rival de la semaine. Franchement, il a apporté sur le match, offensivement, défensivement. Et il faut pas être bête, bien sûr, on va mettre en poste 5 Mathias Le Sort, parce que la façon dont il a bousillé, fait 27 dévals. Notamment, s'il est pas dans le 5, faut pas être bête. Ah ouais, bah après, je sais pas, il y a un autre mec qui a fait 30 dévals, tu l'as pas mis dans ton 5. Je peux, mais je veux pas le mettre, je voulais mettre cela, c'est bon. Je veux pas. Donc on a à peu près le même 5. Facou, je suis d'accord. J'ai mis Shevon Shields sur un poste 2. Ouais. J'ai mis Sacha Vezenkov sur un poste 3, donc il fait 30 dévals aussi également. 17-11, on l'a dit, avec des pourcentages. Mais c'est les arbitres. Les arbitres, ils lui ont donné 13 lancers francs. Et ils ont abusé. Des fois, il n'y avait pas de lancers francs à donner, ils ont abusé. C'est pas grave, il est trop fort quand même. Oui. J'ai mis Dano Tourou. C'est vrai. Parce que, franchement, truc. Et j'ai mis Nil Sakho. J'ai pas mis Mathias Le Sort. J'aurais pu le mettre. Non, pas du tout. C'est juste que je tiens aussi compte de l'opposition. Oui, bien sûr. Tu vois, et Bayern, le Pana, sur les 2 premiers matchs, forcément, Mathias Le Sort, il est monstrueux, je l'ai dit. Mais il joue l'Alba, il joue le Bayern. Je mets moins de crédit, on va dire, à sa performance que celle d'un Dano Tourou face à un Fenerbahçe, même s'il perd, ou celle de Nil Sakho qui gagne contre Bologne. Il a perdu, c'est ça. Oui, non, mais c'est juste pour ça que c'est vrai qu'on aurait pu prendre en compte la victoire, mais en fait, je suis plus impressionné surtout par le match d'Otoro, d'autant que j'en attends pas autant que celui de Mathias Le Sort, que j'attends qu'il défonce la raquette du Bayern de Munich. Je peux comprendre. Donc voilà, bah après, les 2-5 se tiennent. Oui, ça se tient, ça joue au basket. Voilà. Très bien. Eh ben écoutez, on a encore oublié de vous dire de vous abonner. On n'a pas oublié. Non, mais faut le dire au début. En fait, quand les gens ils regardent, parce que tu sais, les gens ils regardent pas toute la vidéo des fois. Donc en fait, dès qu'on arrive, faut que tu les attrapes. Tu prends 2 secondes. Tu t'abonnes, ça prend 2 secondes. T'as pas besoin de les menacer. Tu prends. Sois gentil. Toi, tu dis, venez. Moi, je suis bad cop, toi, t'es good cop. La vie de ma mère. Commence à t'abonner. On n'est pas dans ça. Tu veux pas que. On n'est pas dans ça. Ça vient d'où? On n'est pas dans ça. On est une civilisée. Abonne-toi. Tu connais déjà. Voilà, va sur la chaîne Osfit. Il y a le lien ici. Il y a le ici. Il y a le lien ici. J'ai créé un compte Instagram QLS Pod.
où je mettrai justement les extraits, parce que sur OSFit, c'est vrai que c'est un contenu qui est un peu différent de ce que je fais sur la prépa physique. Donc je vous mettrai les liens en description, vous pouvez vous abonner pour ceux que ça intéresse. Et potentiellement qu'un jour je ferai une chaîne YouTube aussi spéciale QLS, donc on verra. Mais en attendant, abonnez-vous, likez, commentez. Merci franchement pour les derniers épisodes, vous avez commenté, vous avez partagé, il y a eu des retours positifs, donc franchement ça fait plaisir. Et ça grandit à la semaine prochaine pour la double journée. Bonne chance à nous. Allez, bisous.